bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous avoir parmi nous. Je suis Hichem Benassine, je m'occupe de la communication à l'Institut Pasteur de Tunis et je suis responsable notamment de l'unité spécialisée communication, sciences et société à l'Institut Pasteur de Tunis. Et nous sommes également partenaires du projet Alliance SHS Afrique, donc euh, qui abrite ce webinaire. Alors, bienvenue donc à ce cycle de webinaire autour de la recherche qualitative. Ces webinaires sont organisés, donc, comme je le disais, dans le cadre du projet Alliance SHS Afrique, dont l'objectif est de renforcer les compétences des instituts de santé africains dans la prise en compte des dimensions socioculturelles des épidémies. Et il a également pour objectif de mettre à disposition des outils d'investigation adaptés à la recherche en contexte épidémique. Donc, on est en janvier 2024, et durant toute l'année 2024, ces webinaires aborderont plusieurs aspects de la recherche qualitative afin de guider les participants dans les différentes étapes de cette démarche scientifique. Chaque session fournira une présentation théorique des enjeux, des outils, et qui sera suivie par une présentation de cas concrets et de partage d'expérience. Alors, on va commencer aujourd'hui par une intervention consacrée aux défis méthodologiques de la recherche qualitative. Et les autres webinaires qui suivront seront consacrés respectivement à la lecture critique et à l'analyse documentaire, l'exploration contextuelle pour une problématique de recherche solide, des méthodes de collecte et de données qualitatives, le codage manuel et l'utilisation de logiciels dédiés, et enfin le défi du transfert de connaissances en sciences humaines et sociales. Donc, ils seront proposés en général tous les 2 mois à partir de janvier 2024. Le prochain aura lieu en avril, exceptionnellement. Et ces webinaires donc seront enregistrés et accessibles gratuitement à tous les chercheurs présents ici et dans nos réseaux via une plateforme en open access qui sera développée dans le cadre du projet Alliance SHS. Comme je vous le disais, on va commencer aujourd'hui par une session introductive en fait, de ce cycle de webinaires composé donc de 6 webinaires. Et cette session introductive va donc aborder les différentes difficultés méthodologiques majeures rencontrées par les chercheurs lors des différentes étapes de démarche scientifique. Donc, conduire une recherche est un processus qui comporte plusieurs étapes, dont 2 majeures, la production de données et l'écriture. Des manuels de méthodologie existent, faisant état de la manière détaillée de la recherche qualitative plus spécifiquement, et des différentes étapes et outils à disposition du chercheur pour l'accompagner dans la conduite d'une recherche. Les cours de méthodologie dispensés dans les universités africaines notamment et ou européennes rencontrent des faiblesses dont les facteurs sont pluriels et ils impactent la qualité des recherches produites. La méthodologie, plus généralement, la démarche scientifique, est pourtant un point important que tout chercheur doit maîtriser. Les défis méthodologiques de la conduite d'une recherche qualitative sont nombreux et ces défis seront discutés ici au travers de 2 interventions. Et donc, pour intervenir dans ce webinaire, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir nos 2 intervenants, Jean-Pierre-Olivier de Sardan et Carella Materne. Donc, Jean-Pierre-Olivier de Sardan est directeur de recherche émérite au CNRS et au Centre Norbert Elias, également au LASDEL, au Niger. Et Carella Materne est anthropologue de la santé et responsable de l'équipe santé et sciences sociales à l'Institut Pasteur de Madagascar. Donc, nous allons tout d'abord commencer par une intervention de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, qui consistera tout d'abord à aborder la question de la complémentarité des modes de production de données et les spécificités des méthodologies qualitatives. Il abordera également la question de la posture du chercheur en combinant l'empathie et l'écoute d'un côté, la prise de distance et l'esprit critique de l'autre. Enfin, seront abordés les défis rencontrés dans la recherche multisituée et du travail en équipe. Jean-Pierre-Olivier de Sardan nourrira également son intervention en reposant sur son expérience d'encadrement de nombreuses recherches, thèses et autres au LASDEL et dans d'autres institutions. Par la suite, Chiarella Materne interviendra pour évoquer des défis rencontrés dans le cours de sa thèse, dans l'encadrement de recherche au sein de l'équipe santé et sciences sociales à l'Institut Pasteur de Madagascar et plus largement dans l'encadrement d'étudiants. On procédera ensuite à l'échange autour des différents concepts abordés et des différentes expériences partagées, suite aux 2 interventions. Et je laisse la parole donc maintenant à Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Merci beaucoup. Donc, sciences sociales d'abord, et je voudrais juste un peu en introduction dire au fond comment les sciences sociales se situent
dans le paysage des sciences et de la culture plus généralement. Les sciences sociales sont des sciences empiriques. Autrement dit, leur légitimité et la pertinence de leurs propos est fondée sur les données empiriques qu'elles ont produites. Ceci les différencie beaucoup de ce qu'on appelle parfois les disciplines herméneutiques. Je veux parler de la philo ou de la littérature qui sont, disons, des disciplines du commentaire de texte, du commentaire sur des commentaires, de texte sur des textes. La base pour nous, c'est l'enquête. C'est donc l'ancrage dans certains aspects de la réalité, ce que j'appelle des petits bouts de réel de référence, des bouts d'espace-temps sur lesquels nous produisons des données. Mais elle se distingue aussi des sciences expérimentales, des sciences inhumaines, si vous voulez, en ce sens que elles ne peuvent pas recourir à l'expérimentation ou à toute chose égale d'ailleurs. Elles ne peuvent pas produire de loi. Euh, c'est quelque chose d'important parce que nos interprétations en sciences sociales sont toujours dépendantes des contextes historiques sur lesquels nous travaillons. Et donc, au lieu d'être dans la falsification à la paupère, sur c'est faux ou c'est vrai, et on peut le vérifier, on est surtout sur la plausibilité de nos interprétations qui sont toujours dépendantes des contextes historiques. Voilà. Ceci étant dit, dans les sciences sociales pour moi sont vraiment presque une sorte de discipline unifiée. Les frontières disciplinaires importent assez peu, ce sont des produits historiques liés à des rapports institutionnels, à des rapports de pouvoir, à des rapports de mandarinat. Donc à l'intérieur, on pourrait dire qu'il y a une science sociale unique, donc qui peut travailler sur le temps long, le présent, sur les domaines les plus variés et qui comprend grosso modo ce qu'on appelle en général la sociologie, l'anthropologie, la science politique, la géographie sociale, et puis toutes les disciplines qui sont plus spécialisées, sciences de l'éducation, sciences sociales de la santé, etc. Je serais assez partisan de pouvoir dire que nous sommes des social scientists, mais on ne peut pas le dire en français. Je ne suis pas un social scientist. Donc je suis obligé de me définir comme anthropologue ou comme sociologue, mais ces frontières n'ont pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui a une importance, c'est la façon dont nous produisons nos données. Et il y a quand même deux grandes familles nettement distinctes, complémentaires, on le verra, mais nettement distinctes, qui sont les méthodes dites quantitatives et les méthodes dites qualitatives. Méthode quantitative, bon, vous le savez comme moi, ou mieux que moi, ce sont des séries statistiques, elles sont basées sur des probabilités, permettent des comparaisons qui sont fondées sur des taux et des indicateurs, c'est leur grand mérite, mais en même temps, elles ont un problème, je veux dire, c'est qu'elles sont complètement, les contextes d'énonciation de départ ou les contextes de pratique de départ disparaissent dans les phénomènes d'agrégation de chiffres. Les deux grands types de données qu'utilisent les méthodes quantitatives sont évidemment d'un côté la compilation de données chiffrées de type économique, sanitaire, démographique, de statistiques sociales si on veut, ou statistiques économiques, et puis d'un autre côté la production de données propres à partir d'enquêtes par questionnaire. Bon, voilà. Le qualitatif, lui, procède autrement. Ce sont des enquêtes de terrain intensives qui sont menées par le chercheur lui-même, avec une familiarité avec son objet. Ce sont des études de cas approfondies. Ce sont des entretiens libres, semi-dirigés, on en parlera un petit peu. Ce sont des observations. Bon, c'est un ensemble de méthodes de production de données. Je rappelle simplement que les méthodes qualitatives ont été inventées deux fois. D'abord sous le nom d'ethnographie, par l'ethnologie devenue anthropologie à base coloniale à l'époque, et c'est la façon la plus connue, mais on oublie parfois que ça a été réinventé aux États-Unis entre les deux guerres mondiales par des sociologues qui en fait étaient au départ des travailleurs sociaux, des journalistes d'ailleurs, et qui ont réinventé au fond les méthodes qualitatives à peu près de la même façon que ce qu'avaient fait les ethnologues d'antan. Pour nous, d'ailleurs, nous réclamons souvent plus de la seconde que de la première, parce que c'était l'étude des modernités américaines, et comme nous je dis, le laboratoire auquel j'appartiens au Niger, nous travaillons sur les modernités africaines. Voilà. Donc, ces deux grandes familles recouvrent en fait deux régimes de preuves différents.
Je vais insister un peu. Bon, je pense qu'on ne peut pas discuter des méthodes quantitatives sans faire référence à toute la littérature critique ou analytique qui a produit Desrosières, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais juste prendre le fait, partir du fait de ce que une opinion ou une pratique, à travers les méthodes statistiques et quantitatives, deviennent des chiffres anonymes, deviennent des pourcentages qui sont noyés par des milliers d'autres. Cette opération est indispensable pour pouvoir faire du ranking, du benchmarking, pour pouvoir classer, pour pouvoir comparer des agrégats de chiffres. Et ça repose, disons, sur trois conditions scientifiques principales, épistémologiques si on veut. D'une part, une démarche qui est fondamentalement déductive, qui procède par hypothèse, donc qu'il faut vérifier, ou par variable dont il faut mesurer la pondération. Il produit, lorsqu'il s'agit de questionnaires, c'est une production de données en situation artificielle. Le fait que des enquêteurs salariés posent des questions, viennent administrer des questionnaires n'est pas quelque chose qui reflète la vie normale ou la vie habituelle des gens qui sont enquêtés. Et d'autre part, c'est les contextes qui sont décrits, le lien avec les contextes sont uniquement les contextes qu'on pourrait appeler structurels, qui sont faits de variables et de données institutionnelles, de données économiques, de données sociodémographiques. C'est ainsi que sont définis les contextes. Pour les méthodes qualitatives, la contextualisation est le compteur au centre, avec un autre sens du mot contexte. Ce qui intéresse et qui fait courir les chercheurs en sciences qualitatives, c'est au fond les pratiques pour de vrai, dans les situations réelles, dans les situations de la quotidienneté, avec les ressources et les contraintes du quotidien. C'est aussi les discours pour de vrai, c'est-à-dire la façon dont les acteurs eux-mêmes se représentent le monde dans lequel ils vivent, leur profession, leurs relations, mais ça veut dire aussi toutes les ambiguïtés des discours, toutes les justifications et argumentations des locuteurs, etc. Mais évidemment, tout ceci disparaît dans un sondage d'opinion ou dans un comptage des pratiques. Ça implique, disons là aussi, trois conditions scientifiques différentes des autres, principales. D'une part, la démarche est beaucoup plus inductive. On ne procède pas par hypothèse qu'on veut vérifier, mais par piste qu'on suit, sachant on explore souvent des territoires en partie inconnus, et donc il faut défricher soi-même. Cette démarche inductive, d'ailleurs, a donné lieu à l'expression grounded theory, celle qui vient justement de la sociologie de l'école de Chicago américaine, et qui signifie au fond que les interprétations sont issues en permanence du terrain, en permanence des données. Les théories sont produites à travers la production des données. Il s'agit aussi de saisir le point de vue de l'acteur. C'est un vieux classique de l'ethnologie, ce qu'on disait the native point of view. Aujourd'hui, the native pour nous, c'est n'importe quel sujet qui est dans le champ de notre investigation, qui sont souvent traits à des institutions, et en particulier dans la santé. Mais ça implique aussi d'avoir avec ces acteurs en contexte des situations des relations plus naturelles qui relèvent du monde banal, c'est-à-dire des conversations, de la familiarité, de l'interaction. Ça veut dire aussi que les contextes dont il s'agit sont ce que j'appellerais les contextes pragmatiques, c'est-à-dire les contextes où se joue où se déploie le jeu des acteurs. Ça peut être des rapports de pouvoir, ça peut être des rapports émotionnels, ça peut être des rapports narratifs ou argumentaires, peu importe, mais c'est ce que décrit souvent le concept anglo-saxon de agency, traduit parfois en français par agencéité ou agentivité. Et ce sont des contextes, disons qu'on pourrait dire, de proximité. L'importance des contextes de proximité n'est jamais assez soulignée, sachant que la proximité n'est pas forcément la proximité géographique. La proximité peut être relationnelle et à distance, mais c'est dans les contextes de proximité que se jouent beaucoup des évaluations du monde que font les sujets. C'est vrai dans la santé comme c'est vrai dans d'autres domaines. Je me rappelle, il y a longtemps, puisqu'il est décédé, c'était un sociologue de l'innovation agricole en France et qui montrait que face au déferlement
de nouvelles techniques dans les années 60. Hein. Donc, il y a assez longtemps, de nouvelles techniques de production agricole qui étaient diffusées par des vulgarisateurs agricoles, par de la publicité auprès des agriculteurs. En fait, c'était les cercles de proximité des agriculteurs qui triaient au fond, sur lesquels les gens se faisaient leurs opinions sur ce qui était faisable, pas faisable, adoptable, pas adoptable, et pas tellement les arguments extérieurs. Donc, il y a beaucoup d'éléments enfin, qu'on pourrait mobiliser pour montrer l'importance de ces contextes de proximité. Et ce sont ceux-là qui sont, on pourrait définir, moi je propose aussi de définir l'anthropologie comme la science, l'étude des acteurs dans leur contexte. Alors, pour voir la différence un peu, ce que ça donne entre les deux, je vous prends un exemple de sondage et un exemple de statistique. Il y a beaucoup de sondages qui ont lieu sur la corruption en Afrique. Par exemple, Infobaromètre en a fait beaucoup. D'autres instituts de sondage au fond le suivent. Et on va vous dire que, allez, 65% des Béninois ont été en contact avec de la corruption. Ça, c'est ce que permet de proposer un sondage. Et donc, on va comparer. C'est la même chose que fait Transparency International. Ils vont faire des sondages sur l'opinion que les gens ont du niveau de corruption dans tel et tel domaine, dans la santé. La santé, d'ailleurs, arrive souvent en tête avec les douanes, etc. Mais bon, on va faire un certain nombre de sondages là-dessus. Mais en même temps, c'est possible parce qu'on a agrégé toutes ces réponses. Mais en même temps, on ne sait plus du tout ce que veut dire pour tel ou tel sujet la corruption. Quelles sont les relations réelles qu'il a eues, comment il l'évalue, les ambiguïtés qu'il peut avoir, ou parfois, quand il est impliqué dedans, elle est justifiée, quand ce sont les autres, elle est injustifiée, etc. Tout cela disparaît. Tout ce qui fait les contextes de proximité de la corruption. C'est la même chose pour les statistiques habituelles. Vous voyez que, je ne sais pas, 80% des femmes au Burkina Faso suivent la CPN, par exemple. J'invente ça, ce n'est pas les statistiques réelles. Font la consultation prénatale. Ce sont les statistiques du système d'information sanitaire. Pardon. Mais ça ne vous dit rien de comment se passe réellement une consultation prénatale, quel rapport les femmes ont avec les sages-femmes, quelle est la qualité réelle de cette consultation, etc. Donc, vous voyez bien que les avantages que procure la décontextualisation par les chiffres, qui permet des comparaisons, ont un coût qui est la disparition des contextes. Inversement, le fait que les méthodes qualitatives s'intéressent de façon privilégiée au contexte de proximité a un coût, c'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas produire de chiffres de représentativité et de faire des comparaisons chiffrées entre des situations différentes. D'une certaine façon, les sciences sociales qualitatives, donc anthropologie, sociologie qualitative, ne donnent au mieux des ordres de grandeur. On utilise souvent des quantificateurs vagues, un peu, beaucoup, la plupart. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on emploie des quantificateurs vagues qu'on dit n'importe quoi. Mais en même temps, ça n'a pas l'avantage de pouvoir dire que 98,47% font ceci, etc. C'est autre chose. Alors, il est évident que les deux ont les avantages et les inconvénients inverses. Et que au lieu d'une guerre des méthodes, évidemment, il faut aller vers des méthodes mixtes, ce qui est un progrès, je pense, actuel et qui tend à devenir, en tout cas dans les mots, un objectif partagé. C'est dans les mots parce que mettre en œuvre des recherches par méthode mixte, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça n'apparaît. C'est un peu comme les fameux trucs sur la transdisciplinarité dont on parle depuis 60 ans, mais ce n'est pas si facile à mettre en œuvre malgré tout. D'abord, ça nécessite une double compétence. Compétence dans les méthodes quantitatives et compétence dans les méthodes qualitatives. Les deux, ça ne s'acquiert pas comme ça. Alors, peut-être que les méthodes quantitatives s'acquièrent pour partie dans des manuels, mais les méthodes qualitatives, pas du tout. C'est en faisant beaucoup de mauvais entretiens qu'on commence à faire petit à petit des bons entretiens. En faisant beaucoup de mauvaises observations qu'on commence à faire de bonnes observations. Donc, ça implique quand même une compétence qui est difficile à avoir. Je connais des gens et je suis très admiratif de ceux qui ont ces doubles compétences, mais ça reste relativement rare et c'est difficile de l'exiger. Le plus souvent, il faut mettre deux équipes ensemble, une équipe ou deux personnes ou deux équipes
chacune maîtrisant l'un des deux types de méthodes. Mais dans ce cas-là, ça veut dire, pour aller jusqu'au bout, une problématique élaborée en commun. C'est-à-dire que cette problématique pose des questions de recherche dont on voit que les unes peuvent être satisfaites par des réponses apportées par les quanti, d'autres par les quali, et voire par les deux dans certains cas. Cette histoire de problématique faite en commun est très rare. La plupart du temps, lorsqu'il y a une association de méthodes mixtes, c'est fait par l'un des deux partenaires, et essentiellement en fait les quantitatifs d'ailleurs. Vous le voyez bien évidemment dans la santé qui est dominée par l'épidémiologie, et où on demande un peu aux qualitatifs de venir boucher quelques trous, donner quelques raisons pour lesquelles les gens ne font pas ce qu'on attend d'eux, etc., etc. Donc ça, on est confronté effectivement à un problème, c'est qu'aller vers les méthodes mixtes de façon sérieuse, ça veut dire le faire avec à égalité, disons à égalité épistémique. Et on n'y est pas parce qu'on est dans dans un monde où l'hégémonie du quanti est grande. C'est une sorte de même on a pu parler d'une quantophrénie chez les décideurs. Euh, dans le domaine de la santé où j'ai beaucoup travaillé, combien de fois je rencontre des agents de santé, des médecins, etc., qui, lorsqu'on devient sans chiffre, disent qu'on n'est pas scientifique. Les financements vont vers le quantique, qui est plus cher en général, mais qui comme par exemple les essais randomisés, mais qui attirent beaucoup plus les financements, etc. Et puis, dans le domaine des politiques publiques, et c'est encore valable tout autant, si ce n'est plus dans les politiques de santé, sont évidemment les indicateurs quantitatifs qui priment à tout point de vue dans l'évaluation des politiques publiques. Voilà. Alors, en même temps, chacun a ses biais. Le quanti a ses biais, le quali a ses biais. Et chacun doit balayer devant sa porte. J'ai une expérience de terrain quand je vois la façon dont des enquêtes quantitatives sont menées au Niger par des bureaux d'études ou par l'Institut de statistique. On a des problèmes à plein de niveaux sur les biais produits dans les enquêtes de sondage et les enquêtes par questionnaire. D'abord, on a du côté des enquêtés souvent des réponses de bons élèves ou des réponses extrêmement autocensurées pour ne rien dire qui pourrait être susceptible d'être dangereux ou d'être inquiétant. Voilà. Je me rappelle ces enquêtes sur la satisfaction pour des usagers dans les services de santé, où on avait une enquête menée par une université américaine où il y avait 90% d'usagers qui étaient contents des systèmes de santé. Moi, je veux dire, en des milliers d'entretiens, on n'a jamais vu un seul usager qui était content. Simplement, c'était des enquêtes qui étaient menées dans les dispensaires, à proximité des infirmiers, des médecins, etc., à la sortie des consultations. Évidemment, tout le monde répondait qu'ils étaient très contents. Donc, on voit bien ce type de problème. Je vois aussi le problème avec les enquêteurs. Combien de fois j'ai vu des enquêteurs qui, le soir, remplissaient dans leur chambre les questionnaires eux-mêmes. Ils avaient fait quelques jours pour voir comment ça marchait, puis hop, après, ils allaient dans le sens. Je l'ai vu aussi en France, hein, d'ailleurs, pas simplement en Afrique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, il y a de plus en plus d'enquêtes qui sont surveillées par téléphone pour éviter ça, dans les conditions où on peut le faire. Les malentendus aussi qu'il peut y avoir autour des enquêtes, dont le sens de la question n'est pas perçu par le questionné, alors qu'il est évident pour le questionneur, sont extrêmement nombreux. Mais dire, c'est facile de tirer sur le quanti, mais on a la même chose dans le domaine du qualitatif. Par là, je veux dire, j'ai vu souvent le qualitatif résumé à quelques focus group, ce qui est complètement invraisemblable. D'abord parce que ça ne veut pas dire que le focus group ne peut jamais être utilisé, mais d'abord c'est une situation de contrôle social où les gens ne parlent pas librement, puisque justement il y a un effet de groupe toujours important, et en même temps ça ne permet pas ce n'est qu'un des outils parmi beaucoup plus, parmi toute la gamme en quelque sorte, de ce qui est nécessaire pour faire de l'enquête qualitative. Et ce n'est pas le meilleur certainement. Aussi, combien de fois j'en ai vu, c'était que des guides d'entretien formels, question 1, question 2, question 3, question 4. Bon, et on défile ça, peu importe ce que la personne rapporte, on enregistre et on s'en va. Là aussi, ça n'a rien à voir avec ce que veut dire une recherche qualitative sérieuse. On a aussi un piège qui est assez
le piège fréquent chez nous de la généralisation abusive. Comme justement on n'est pas contraint par les chiffres, il y a une tendance parfois à la généralisation extrême sur la base d'un ou deux entretiens qui font évidemment problème. Alors, je peux peut-être vous donner un ou deux exemples là, 2 secondes, pour voir ce que un peu des exemples de tout ça. Je vais prendre juste un exemple qui est pris dans la santé et qui est celui de l'allaitement maternel exclusif, parce que je le prends souvent parce qu'il est assez clair. L'UNICEF nous avait demandé de faire une enquête pour comprendre. Eux, ils avaient des très bons résultats quantifiés sur le taux d'adhésion à l'allaitement maternel exclusif qu'ils promouvaient partout à travers le Niger, comme ils le font de la même façon dans tous les pays d'Afrique. Et donc, des taux de 90%, ils étaient très contents. Et du coup, ils voulaient savoir qu'est-ce qui expliquait un tel taux de réussite. Ils sont venus nous voir en nous disant, ben voilà, on voudrait que vous fassiez une enquête sur une soixantaine de villages. Donc, on leur a dit, ben non, certainement pas 60 villages, on ne travaille pas comme ça. On va en prendre 3 ou 4 qu'on va choisir de façon raisonnée. Et là, on fera un travail en profondeur. 60 villages en 2 mois, ça n'a aucun sens. On préfère en 2 mois faire 3 ou 4 villages, mais on y va à fond pour essayer de voir ce qui se passe. Bon, il y a du palabrer pour qu'ils acceptent, mais finalement, ça a marché. Et ce qu'on a trouvé, c'est que c'était 90% des gens ne pratiquaient pas l'allaitement maternel exclusif. Alors pourquoi ils avaient des statistiques comme ça? Parce que simplement un bureau d'études qui avait fait l'enquête arrivait avec des enquêteurs. Bonjour madame, est-ce que vous faites l'allaitement maternel exclusif? Oui. Là, le chef de village avait d'ailleurs réuni les gens avant, disant l'UNICEF vient faire des enquêtes, il faut bien donner les bonnes réponses, etc. Pourquoi? Alors, ce qui devient intéressant, c'est pourquoi ils ne le font pas. Et alors là, on rentre justement dans les raisons contextualisées qui n'apparaissent pas qui n'apparaissent pas dans les questionnaires ou dans les statistiques de la santé. On pense sur le fait que la grand-mère, tous les matins, arrive avec des décoctions qu'il faut faire boire comme protection pour l'enfant, contre les sorciers, le mauvais œil, etc. Avec le père qui arrive avec des préparations qu'a fait le marabout, le prêtre. Euh, on est avec des situations où il fait 45 degrés et où évidemment quand l'enfant pleure, on lui donne à boire, etc. Donc il y a toute une série de conditions concrètes qui évidemment expliquent ça. Et comment nous, on peut savoir ça? Ben, on peut savoir ça parce qu'on passe du temps dans les cours des gens, on passe du temps dans les maisons. Si on est là à discuter avec les gens, on voit bien qu'on donne à manger à l'enfant, on voit bien qu'on donne un peu à boire à l'enfant. Et puis aussi dans le discours, quand on parle avec les femmes, on ne va pas leur poser une question, on va discuter un peu de l'éducation, des derniers marchés, etc. Et puis on dira, oui, mais cette histoire-là d'allaitement maternel exclusif, c'est difficile. Hein. Ah bah oui, c'est difficile. Bon, on a une façon de mettre les gens en confiance sur lesquels, évidemment, on peut accéder à ces contextes de proximité qui sont notre cible principale et au fond aux logiques des acteurs à leur rationalité, ce qu'on appelle la rationalité en contexte. C'est pas forcément une rationalité, c'est pas la rationalité abstraite des chercheurs, mais c'est la rationalité dans ce contexte-là. Il est rationnel de faire ceci. Voilà. Alors évidemment, je vous parlais de quantificateurs vagues, c'est ça. Je peux vous dire, par exemple, parce qu'on avait un peu étudié ça, les journées nationales de vaccination, quelque chose qui concerne les instituts Pasteur, que le système même du Fongavi et des JNV fait qu'il y a des multivaccinations et des survaccinations. Le système de primes qui est employé, etc., fait que des agents de santé ont tendance à vacciner tout ce qui se présente, y compris si les enfants ont été déjà vaccinés pour la même chose. Mais donc, je peux vous dire, au Niger, la survaccination se fait de façon relativement importante. Mais je ne peux pas vous dire s'il y en a 20% ou 30% ou 6%. Je suis incapable de vous le dire. Et vous vous rendez compte que pour monter un mécanisme pour le quantifier, ce ne serait pas de la tarte. Ce serait assez compliqué. N'empêche que quand on vous dit ça, ou quand on dit ça à des décideurs de la santé, c'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose qui pose problème. C'est quelque chose qui, en termes de politique publique, mérite attention, même si on n'a pas des chiffres pour amener avec. Alors, quand on a des chiffres pour amener avec, c'est encore mieux, mais il y a pas mal de domaines où il est difficile de les amener. Bon, maintenant,
quelques mots sur ce qu'on peut appeler le processus de la recherche qualitative et ses différentes étapes. Le premier, évidemment, c'est le choix d'un sujet, la rédaction. Bon, je vais aller vite sur les étapes classiques. Choix d'un sujet et rédaction d'une note conceptuelle. OK, ça, c'est la base de départ. Après, il y a la question de l'élaboration de la problématique de recherche. Et déjà là, c'est là que les deux méthodes se distinguent l'une d'une l'autre, dans la mesure, enfin, se distinguent. Non, elles ne devraient pas tellement. Je veux dire par là qu'une problématique de recherche, c'est pas simplement se mettre à quelques-uns ou tout seul dans un bureau pendant une semaine ou un mois et faire une problématique. C'est aussi faire des enquêtes d'abord de repérage. Et ces enquêtes de repérage, ça veut dire permettre de déjà pour nous élaborer des pistes qui ont un peu de crédibilité ou un peu de faisabilité. Parce qu'on aura déjà été voir du côté des acteurs auprès desquels on va enquêter. On a déjà été un peu connaître ces fameux contextes dans, professionnels ou vicinaux, voisins, de voisinage ou quels qu'ils soient, dans lesquels on va travailler. Donc ces enquêtes de repérage sont nécessaires pour élaborer la problématique, avant même de la problématique, comme des points d'appui sur lesquels on va bâtir des questions de recherche pertinentes. Et je dis qu'en fait, c'est indispensable pour les recherches qualitatives, mais qu'une bonne enquête quantitative devrait aussi passer d'abord par une enquête de repérage qualitative. Ça, c'est encore un autre, disons, un autre problème que je ne vais pas développer. Enquête de repérage, bon, je laisse après le reste de la problématique, on peut en parler, ça n'a rien d'original. Troisième point, une chose importante qui est le choix des sites et des groupes stratégiques. C'est une particularité, je pense, des enquêtes qualitatives, en particulier sur les politiques, dans le domaine des politiques de santé ou des politiques publiques, qui est importante. Je vous ai dit, on nous avait proposé de faire 60 villages, on en a voulu en faire que 3 ou 4. Et le choix des sites euh, est important dans la mesure où c'est vraiment le fait de pouvoir procéder avec un travail approfondi qui est décisif. Imaginez que vous ayez pour 3 villages 3 semaines. On va se dire, bah, je vais faire une semaine par village. Ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Peut-être il vaut mieux faire d'abord 2 semaines dans un seul village pour voir les façons, comment ça se passe de façon approfondie. Et puis après, dans les 2 autres villages, on pourra aller beaucoup plus vite parce qu'on a déjà une base de repères solide à propos d'un village. Maintenant, vous remplacez village par un hôpital, par une maternité, par un tribunal, par un collège, ça revient au même. Il peut être utile d'avoir un site témoin beaucoup plus approfondi qui permet après de faire des comparaisons qualitatives, certes, mais en même temps pertinentes sur d'autres terrains. Donc, on n'est pas non plus dans l'échantillonnage habituel du quantitatif. Le choix des sites, il peut se faire de façon raisonnée, par contraste, une situation, voilà. Il y a des tas de variables qu'on peut essayer d'utiliser pour faire ça, mais il n'est pas forcément fait de façon égalitaire. Et groupe stratégique, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le fait que, quel que soit notre sujet, les rapports des acteurs concernés par le sujet sur lequel on enquête sont de nature différente. Ils sont multiples, ils sont divers. Si je travaille sur les vaccinations, eh ben, je vais avoir évidemment les enfants qu'il faut vacciner, mais je vais avoir les mères des enfants qu'il faut vacciner, peut-être aussi les grands-mères parce que les grands-mères jouent leur rôle sur les mères, mais les pères aussi, parce que c'est eux qui payent s'il faut payer, ou c'est eux enfin oui, qui payent en général les consultations, même si les vaccinations sont gratuites, mais je vais avoir les vaccinateurs eux-mêmes, mais je vais avoir aussi leurs superviseurs, mais je vais avoir les autorités coutumières, etc., etc. Et donc, je peux, c'est ce que nous appelons groupe stratégique, c'est l'ensemble des groupes d'acteurs qui sont concernés par un problème social que nous étudions, un problème sociologique, anthropologique que nous étudions, et qui ont quelque part un point de vue là-dessus, ou un rapport pratique à ce sujet. Et ça, cette notion de groupe stratégique va au-delà de ce qu'on appelle parfois comment on dit, les stakeholders, les détenteurs d'enjeux. Ce qu'on appelle souvent dans le langage technocratique les détenteurs d'enjeux, c'est eux qui ont leur mot à dire dans les décisions à différents niveaux. Mais là, ça va plus loin. C'est aussi des gens qui peuvent avoir une attitude apparemment éloignée.
par exemple, nous avons une stratégie, s'il s'agit d'étudier des plans, des projets de développement. Un des groupes stratégiques pour nous importants, c'est les chauffeurs. Les chauffeurs. Les gens, pourtant, quand on va voir les chauffeurs, ils disent, mais vous foutez de nous, et ça n'a pas d'intérêt. On va discuter avec les experts, on va discuter avec les vulgarisateurs agricoles. Non, non, un chauffeur, c'est une mine d'informations sur ce qui se passe dans un projet de développement. Et je vous dirais que sur un dispensaire, par exemple, le gardien est une source d'information pour nous qui relève des groupes stratégiques qu'il faut à tout prix voir, ou parfois le tablier, le vendeur de cigarettes ou de biscuits à la porte, parce qu'il voit aussi beaucoup de choses de ce qui se passe. Donc cette notion de groupe stratégique est importante parce que ça donne la variété des acteurs qui sont concernés par un sujet. Maintenant, si on parle de donc le choix des sites et des groupes stratégiques, on passe après évidemment aux données de terrain, à la production de l'enquête elle-même, sachant que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de respecter à tout prix la problématique de départ. Il n'y aurait rien de plus triste qu'une enquête où les résultats à l'arrivée seraient identiques avec ce qu'on supposait au départ. Ce serait une catastrophe, ça veut dire qu'on n'a rien bougé, on n'a rien vu. Et jamais ce serait inquiétant. À quoi servent des enquêtes dans ce cas-là? Et donc, au contraire, la problématique de départ, c'est une sorte de cadre de référence pour après changer, pour évoluer, pour avancer, pour trouver de nouvelles pistes, de nouvelles questions. Et donc ça, c'est une des choses les plus importantes, il me semble, c'est qu'on est sans arrêt en train de faire des allers-retours entre données, interprétations, nouvelles données qui amènent à corriger certaines interprétations, en avancer de nouvelles, on repart vers les données, on refait. Donc c'est un aller-retour constant entre données et interprétations qui est évidemment très différent de ce qu'est l'enquête par questionnaire. Vous faites votre système d'hypothèses, vous mettez ça dans un questionnaire, des enquêteurs salariés vont les poser, ils reviennent, après on mouline, et après on interprète. On n'est plus du tout dans le même type de registre d'enquête de terrain. Pour vous donner un peu quand même très très rapidement la liste des modes de production de données, là aussi, nous combinons plusieurs types de données. L'enquête par questionnaire se base que sur le questionnaire, enfin, sauf si c'est une enquête mixte qui recourt à d'autres types. Mais l'enquête classique par questionnaire ou le sondage d'opinion, c'est que chez nous, c'est autre chose. J'en dirais 7. Il y a d'abord la familiarité ou l'insertion. Le fait que le chercheur connaît le contexte, pas simplement parce qu'il descend de sa voiture, poser des questions et il repart dans sa voiture, mais parce qu'il fréquente les gens. Il y vit, si c'est un village, il y dort. Si c'est un hôpital, il y prend des gardes. Si c'est un tribunal, il passe son temps dans les bureaux à discuter avec les gens et aller à la cantine avec eux, etc. Autrement dit, il y a une familiarité personnelle qui permet de connaître le contexte un peu de l'intérieur, pas complètement, mais toujours un petit peu, et pas simplement comme un étranger. Deuxièmement, les entretiens. Je dis entretien, je devrais dire même conversation pilotée. J'aime pas l'entretien dirigé, semi-dirigé, parce que ce que nous essayons de faire, c'est de se rapprocher beaucoup plus l'interaction d'une conversation dans le sens habituel du terme, mais évidemment pilotée par le chercheur. Avec la particularité que là aussi, l'entretien doit permettre pas simplement de répondre aux questions que se pose le chercheur au début de l'entretien, mais à faire émerger de nouvelles questions que le chercheur ne s'était pas posées et qui déclenchent de nouvelles pistes. C'est aussi un élément important de l'entretien. Ensuite, les observations. Observation, c'est fondamental parce que vous savez bien que les pratiques et les discours ne coïncident pas toujours, loin de là. Et les observations sont un des éléments de base des enquêtes qualitatives. Voir, être là, regarder, écouter ce qui se passe, regarder ce qui se passe, regarder les pratiques, regarder les interactions, etc. C'est quelque chose de fondamental. Quatrièmement, les études de cas. Concentrer sur une étude de cas, différentes approches, différentes données, c'est évidemment extrêmement important. Cinquièmement, ce qu'on pourrait appeler le micro-quantitatif, qui n'a pas de valeur, de valeur, disons, de représentativité statistique, mais qui donne des idées, des inventaires, des comptages, des budgets, etc. Sixièmement, le matériel documentaire écrit, produit des fois par les acteurs locaux ou produit par la littérature grise. Et septièmement, l'audiovisuel,
évidemment photo, vidéo. Donc vous voyez, ce sont l'ensemble de ces productions de données qui sont utilisées dans les méthodes qualitatives et pas la monoculture sur un seulement le questionnaire. Et c'est le recoupement de tout ça qui nous permet de produire des interprétations, disons, un petit peu plus plausibles. Bon, les deux dernières étapes, je passe en vitesse dessus. Chacune pourrait faire l'objet de 2 heures de discussion, l'écriture et la restitution ex post. Je vais essayer de faire une sorte de liste de points de passage qui me semblent incontournables dans les enquêtes qualitatives, en rappelant que c'est l'apprentissage de l'enquête qualitative est un apprentissage comme l'artisanat, learning by doing, et qu'on ne peut pas apprendre les enquêtes qualitatives dans les manuels. Alors, je vais d'abord prendre des points d'entrée qui me semblent communs à tous les sujets, ou presque. C'est difficile de dire toujours ou jamais, mais il me semble que la plupart des sujets se prêtent à ce qu'on entende les trois, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, les 3 points, ouais, les 3 points communs que je vais dire. D'abord, on travaille toujours sur la perception qu'ont les acteurs des problèmes. Si je travaille sur la corruption, je vais m'intéresser la corruption de la police de la route. Je vais m'intéresser à la façon dont les chauffeurs des bus perçoivent la corruption, dont les passagers des bus l'aperçoivent, dont les policiers l'aperçoivent, évidemment. Mais je vais aussi m'intéresser dans la perception à la sémiologie populaire, c'est-à-dire au sens que les mots ont pour les acteurs locaux, comment ils la pensent, comment ils la disent. On a fait un travail, un ouvrage sur la corruption en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs des langues de notre recherche. Nous avons dit tout le vocabulaire qui était utilisé pour les transactions corruptives, avec beaucoup de métaphores, etc. C'est une des premières approches, toujours quel que soit le sujet, la sémiologie populaire. Et dans le domaine de la santé, c'est évidemment extrêmement important de partir des sémiologies populaires, mais d'aller aussi au-delà sur les perceptions et la diversité des perceptions des acteurs. Deuxièmement, les pratiques. Les pratiques sont centrales. Interaction entre les acteurs dans les contextes de proximité, mais aussi pratiques routinières des agents, des professionnels, des usagers. Et bien sûr, dans les pratiques, il faut voir les écarts que ces pratiques ont avec les prescriptions ou les normes officielles. Là, on rentre dans le grand champ des normes pratiques, c'est-à-dire des régulations informelles des pratiques, qui sont un monde à eux seuls, qui est totalement indispensable à étudier dès qu'on étudie les politiques publiques, dès qu'on étudie les organisations, dès qu'on étudie les institutions. Et ce qui veut dire une grande partie du travail aujourd'hui des anthropologues. La même chose pour les politiques publiques et leurs écarts dans leur mise en œuvre, ce qu'on appelle implementation gaps, qui est aussi, il n'y a pas beaucoup de domaines de la vie sociale où il n'y a pas de politique publique. Et donc, cette notion d'écart dans la mise en œuvre entre ce qui est prévu et ce qui se passe est évidemment incontournable dans tous les sujets. Maintenant, d'autres points de passage nécessaires sur les postures même du chercheur. La nécessité de rechercher des diversités, des divergences, et de ne pas être sans arrêt obsédé par l'homogénéité culturelle, l'homogénéité organisationnelle, l'homogénéité sociale, l'homogénéité de genre, etc. D'essayer de rechercher le plus possible les diversités, quitte après, évidemment, à avoir aussi les alliances et les convergences. Second problème, qui est une sorte d'injonction contradictoire, on doit à la fois combiner d'un côté l'empathie et l'écoute. Quand on est face à un interlocuteur, essayer de se mettre de son point de vue, de se mettre de son côté, et en même temps la prise de distance et l'esprit critique. Alors il y a des cas où c'est des cas extrêmes où c'est difficile. Si j'interviewe un chef de douane à la frontière du Bénin, je vais avoir tendance, ce mec il gagne quasiment 50 fois plus par la corruption que ce qu'il gagne de son salaire. Je peux me dire, oh, c'est le dernier des salauds. Ben non, quand je discute avec lui, je dois comprendre son point de vue, essayer de me mettre à sa place, essayer de comprendre ses logiques. Inversement, si je discute avec un militant syndicaliste hyper sympa qui pense la même chose que moi, je vais avoir tendance à adhérer à tout prix à ce qu'il dit et de ne plus mettre la distance d'esprit critique. Peut-être il me raconte des salades, peut-être ce qu'il me dit n'est pas forcément aussi vrai que ce que je crois et aussi sympathique, etc. Donc voilà, cette injonction
contradictoire, l'empathie et l'esprit critique. L'autre aspect, c'est que la recherche qualitative, ça demande beaucoup d'improvisation, d'adaptation, d'ingéniosité. Il faut toujours se bricoler des choses. On est à l'opposé d'appliquer mécaniquement un dispositif préempté et préétabli. Alors ça peut être dérangeant ou pas. Si on veut être uniquement un fidèle employé qui applique des règles, il vaut mieux peut-être pas faire de qualitatif, mais on peut être un excellent dispensateur de questionnaires. Mais dans le qualitatif, non, il faut au contraire faire sans arrêt appel à sa curiosité, à bricoler quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, deux mots pour finir. La recherche. Nous avons beaucoup développé, c'est souvent considéré la recherche qualitative comme un phénomène individuel, mais nous avons beaucoup développé au contraire la recherche en équipe, multi-chercheurs et multi-sites. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet une comparaison interno-qualitative, puisqu'on a plusieurs sites, chacun mené par un chercheur, mais en même temps, il faut évidemment se donner un cadre de référence commun. On a pour ça un dispositif qu'on s'était mis au point, mais dire on ne va pas le vendre comme une méthode clé en main, d'autres peuvent l'inventer, mais il est clair que la comparaison qualitative donne beaucoup plus de plausibilité. Si j'ai étudié 3 maternités, j'ai plus de données pour comprendre la culture professionnelle des sages-femmes que si j'en ai fait une. Et si après d'autres équipes ont fait la même chose, on commencera à construire, si vous voulez, un peu une théorie, on pourrait dire, de la culture professionnelle des sages-femmes qui aura de la plausibilité parce qu'elle sera étayée par beaucoup plus de cas que l'on aura comparés. Donc, je suis assez partisan de cette forme de recherche multi-chercheur, multi-site, plutôt que le chercheur individuel sur son terrain individuel. Le deuxième problème, c'est celui de la recherche-action et de la consultance. Le problème de la consultance, il y a d'excellents consultants et il y a de mauvais consultants, de même qu'il y a aussi de mauvais chercheurs. Mais la consultance est surtout prisonnière des exigences des bailleurs. Ça veut dire que le consultant travaille sur des termes de référence qui lui sont imposés. Souvent, ça veut dire les questions de recherche lui sont imposées. Ça veut dire souvent la méthodologie aussi lui sont imposées. Et ça, c'est un problème parce on passe du coup à côté de plein de choses. D'autre part, c'est un temps extrêmement réduit, donc c'est fait au pas de course. C'est du fast-food de la recherche, donc ça, c'est un gros problème aussi. Et puis, c'est un domaine où il existe beaucoup de censure et d'autocensure parce que c'est un marché et il faut satisfaire celui qui vous finance. Alors, par rapport à ça, nous avons développé dans le champ de la santé réussi à ce que ce soit reconnu un peu quand même par les ministères de la Santé dans un pays comme le Niger, de faire des recherches qui soient des recherches où ce soit nous qui soyons maîtres de la problématique, ce soit nous qui soyons maîtres de la méthodologie, mais qui portent sur des enjeux chauds, des enjeux d'action, des enjeux civiques, on pourrait dire, des enjeux importants, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler aussi dans un autre vocabulaire les nœuds critiques, des problèmes réels qui sont des problèmes à essayer de résoudre. Donc, on ne fait pas de la science purement désincarnée sur ce qui nous passe par la tête. Non, on travaille sur des enjeux sociaux, des enjeux de santé, des enjeux d'éducation, des enjeux de justice, etc. Mais à notre façon, c'est-à-dire en employant nos propres méthodes et pas simplement en répondant uniquement un cadre formaté que nous propose le bailleur de fonds. Parfois, ça peut même nous amener à faire des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire à travailler sur des sujets où au départ, les bailleurs de fonds ou les institutions ne nous demandent rien. Je prends 2 sujets qui sont difficiles. Un, par exemple, c'est la question des avortements. L'avortement, c'est typiquement un problème de santé publique important. Il y a énormément de casses maternelles, de mortalité, mais il n'y a pas de politique publique dans les pays africains, puisqu'elle est condamnée en général, l'avortement provoqué. Donc, c'est un sujet sur lequel il est intéressant de produire des recherches. Un autre analogue aussi, d'ailleurs, c'est les viols. L'existence de viols, qui sont souvent aussi des viols de proximité, et mérite aussi des recherches un petit peu plus
disons, approfondies. Donc ça, c'est le rôle de lanceur d'alerte. Sinon. Et sinon, dans le dialogue avec les bailleurs de fonds, donc les institutions, ça peut être un ministère de la Santé comme un autre ministère, en fait, on est devant un problème de double traduction, et je finis par là. Disons, des gens de politique publique, des experts, des ministères, des institutions de développement, etc., viennent nous voir ou nous demandent, voilà, on a tel type de problème qu'on voudrait que vous étudiez. Et ils arrivent en nous donnant leur version de ces problèmes, leur langage. Nous devons nous traduire ces questions qui se posent en questions de recherche. Donc il y a un problème de traduction de questions que se posent des gens d'action en questions de recherche. Ce n'est pas exactement la même chose. Il faut faire ce processus de traduction. C'est ce qui manque justement souvent ce qui manque chez les consultants, par exemple. Ensuite, nous prenons la recherche. Et puis, les résultats de la recherche, il faut maintenant refaire une traduction inverse, c'est-à-dire de transformer les résultats de notre recherche en, je ne dis pas recommandations, parce que les recommandations servent en général à rien, mais disons en piste d'action ou en hypothèse d'action possible. Et c'est là ce dernier point qui est un des plus difficiles. Le premier, on le fait nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais le second est beaucoup plus difficile parce qu'il implique en fait un dialogue entre les chercheurs et les institutions qui est beaucoup plus difficile à établir. Et je dirais c'est sur ce problème-là qu'on bute depuis une bonne vingtaine d'années chez nous, sur la difficulté après à pouvoir se mettre autour d'une table avec les gens qui ont commandité une étude, une recherche que nous avons faite, et à discuter avec eux de qu'est-ce qui est possible de faire pour utiliser les résultats dans nos recherches pour améliorer la qualité des services. C'est, à mon avis, là que ça coince. Et je voulais juste terminer par ce point. Voilà. Donc, Pierre est là, je vais te transmettre la parole. Merci beaucoup, Hichem. Voilà, Merci, Jean-Pierre, aussi merci beaucoup. pour Merci. l'intervention. Merci pour l'introduction. Merci pour cette intervention très riche. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis persuadée que les échanges seront riches à la fin de ce webinaire. Pour ma part, je vais faire une intervention qui sera vraiment très pragmatique et qui sera en fait pragmatique dans le sens où en fait je vais reprendre l'ensemble de la démarche scientifique. Là, on essaye de partager nos écrans pour que je puisse vous mettre ma présentation. Et bon, voilà. En attendant, la présentation que je vais vous faire, elle est basée en fait sur mon expérience personnelle pendant ma thèse. J'ai fait donc une thèse sur le marché informel du médicament ici à Madagascar, ce qui a posé pas mal de défis en fait d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue de ma posture sur le terrain. Mais je vais aussi évoquer voilà, des défis qui ressortent plus précisément en fait de l'encadrement d'étudiants parce que j'ai enseigné à l'Université catholique de Madagascar pendant 4 ans et aussi de l'encadrement de recherche ici dans le cadre de l'enquête, dans le cadre de l'équipe santé et sciences sociales de l'Institut Pasteur de Madagascar. Donc, d'abord, je voulais vous citer une petite phrase que j'ai citée dans ma thèse d'ailleurs, que je trouve... tu peux mettre en diaporama, s'il te plaît? Donc, c'est une phrase de Michael Singleton qui indique donc si je peux rapporter quelque chose de mon terrain, c'est qu'on me l'a apporté. Il n'empêche que s'impliquer n'est pas seulement déclarer son identité et ses intentions, c'est aussi reconnaître qu'en tant qu'anthropologue, on importe inévitablement de l'inédit. Si déjà pour les physiciens, un neutron se sachant observer se met sur son 31, a fortiori est-il illusoire d'encourager les gens à faire comme si je n'y étais pas. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et elle dit très simplement qu'en fait, voilà, quand on est sur le terrain, quand on fait notre travail d'ethnographie, on essaye de faire tout notre possible pour avoir une posture qui est la plus intégrée possible au contexte. Et c'est parfois pas évident. On rencontre des défis pour ça notamment. Alors, juste pour préciser, donc les différents défis que je vais évoquer ici ne pourront pas malheureusement être détaillés, un peu comme Jean-Pierre le disait, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, on pourrait passer 2 heures rien que sur la problématique, sur la question de recherche. C'est aussi pour vous inviter tous à participer au prochain webinaire sur lesquels on aura plus de temps pour discuter de chacune de ces étapes. Voilà. Donc, il y a donc cette prochaine, juste un petit rappel, si vous pouviez remplir le formulaire
pour lequel on vous a mis le lien en ligne parce qu'on a été jusqu'à 82 à assister à ce webinaire. Là, il y a quelques minutes, on était 82 et on a jusque-là qu'une trentaine de questionnaires remplis. Donc, s'il vous plaît, ça nous permet de vous recontacter pour les prochains webinaires et vous transmettre les informations. Alors, revenons à nos moutons. Donc, cette phase exploratoire, elle est essentielle parce qu'elle permet de poser un cadre pour la recherche. Dans cette phase exploratoire, en fait, ce qu'il est important de noter et ce que j'observe souvent qu'on oublie, c'est qu'en fait, la recherche qu'on mène, c'est une recherche qui s'inscrit dans un continuum. C'est pas nous qui allons inventer, développer des nouvelles, enfin voilà, développer des nouvelles pensées, des nouvelles choses, etc. Il y a déjà des choses qui ont été écrites. Et j'observe trop souvent qu'en fait, on passe trop vite cette étape de capitalisation, que ce soit nous au niveau de nos centres de recherche, que ce soit au milieu académique aussi, mais que ce soit au niveau de nos collègues qui travaillent en ONG, qui font des consultances ponctuelles sur le cancer du col de l'utérus, sur les recours aux soins, et qui oublient en fait qu'il y a tout un travail déjà préliminaire qui a été fait par d'autres chercheurs, d'autres équipes. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Donc pour se rendre compte de ce continuum, il faut d'abord mobiliser et analyser les données contextuelles. Il y a 3 défis essentiels que j'ai relevés dans ces 12 années d'expérience professionnelle. C'est tout d'abord de se rendre compte qu'il y a des ressources qui sont diversifiées. Il y a tout un tas de ressources différentes et que malheureusement maintenant, avec l'accès énorme qu'on a à Internet, à tout type de ressources, on peut parfois confondre la littérature grise avec vraiment la littérature scientifique. Surtout, dans nos pays, comme par exemple à Madagascar, on n'a pas forcément accès à des bibliothèques qui sont très fournies. C'est difficile d'avoir accès facilement à des données probantes, à des données scientifiques qui ont déjà été validées par ailleurs. Il faut toujours garder en tête que c'est important d'avoir des ressources qui sont diversifiées, c'est-à-dire des ressources avec des interprétations différentes, des angles originaux d'approche, des textes qui soient à la fois pratiques et à la fois théoriques, et qui vous donnent, vous chercheurs, qui vous donnent à réfléchir, qui proposent des modèles d'analyse et d'interprétation. Comment différencier ces différentes méthodes? C'était vraiment un vrai défi. Et enfin, d'avoir cette posture critique à l'égard des chiffres, c'est également une question qui se pose. Et je donnerai l'exemple ici, par exemple, d'une jeune chercheuse dans mon équipe qui, du coup, à un certain moment, travaillait sur les couvertures vaccinales. Et Jean-Pierre l'a un peu évoqué. On s'est rendu compte à un certain moment de l'enquête qu'on avait 3 données de couverture vaccinale qui étaient différentes, une de l'OMS, une de l'UNICEF et une autre de l'INSTAT, qui est l'Institut de santé publique nationale. Et donc, la chercheuse s'est retrouvée face à ces 3 données qui étaient par ailleurs très différentes sur les taux de couverture vaccinale et qui s'est demandé du coup quelle était la donnée de base à récupérer pour base de ses recherches. À ce moment-là, donc, la question se pose tout d'abord de l'écart. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 types de données différentes? Et ensuite, se rendre compte que déjà, c'est un résultat en soi. Il y a 3 données différentes, c'est-à-dire peut-être il y a un manque de coordination, il y a un manque de discussion entre les différentes parties prenantes pour se mettre d'accord sur une base qui est le taux de couverture vaccinale sur lequel on va mettre toutes nos interventions, monter toutes nos interventions en santé publique. Voilà. Et donc, à un certain moment, c'est de se distancier par rapport à ces données contextuelles et de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elles disent, ces données contextuelles. Ensuite, il y a la question de la revue de la littérature, avec quel moteur de recherche, quels mots-clés, en français, en anglais, dans nos pays africains, en tout cas dans nos réseaux, malheureusement, on est très axé sur le français et l'anglais fait encore défaut. Et donc, il y a toutes ces questions-là de se rendre compte qu'en fait, on a accès à une certaine partie de la littérature, mais pas à l'ensemble du fait, non seulement de nos compétences linguistiques, mais aussi de l'accès à des moteurs de recherche. Donc là, souvent, ce que je conseille, c'est déjà la base de Google Scholar qui permet quand même de diversifier et d'assurer qu'on n'est pas face à de la littérature grise, mais vraiment de la littérature scientifique. Il y a aussi la question de la définition de la question de recherche et de la problématique telle qu'elle a été déjà discutée par Jean-Pierre tout à l'heure notamment. Et souvent, ce que je dis aux étudiants, et je l'ai repris de l'ouvrage de Kivi Van Campenot, Méthode de recherche en sciences sociales, qui est un super ouvrage, je vous le conseille à tous. Donc, eux, en fait, ils décrivent la question de recherche comme un camp de base. Donc, on est dans le camp de base. En fait, on a déjà identifié, on a déjà fait des premiers pas, mais c'est un camp de base avant l'ascension, qui est la définition de la problématique.
Et en fait, c'est une phase qui est à la fois incontournable, donc on ne peut pas passer outre cette question de recherche, mais elle est aussi temporaire. Il faudra que cette question de recherche puisse évoluer vers une problématique. Tout ça sera discuté notamment dans un webinaire, dans un cycle de webinaires sur la question de recherche. Donc voilà, ne vous en faites pas, ce sera vraiment approfondi dans le cadre de nos prochaines discussions. Mais donc la question de recherche, si je peux donner juste 3 éléments, donc elle doit répondre simplement à 3 critères de base, qui est la clarté, la faisabilité, puis la pertinence. Suite à l'élaboration de cette question de recherche, on va développer donc des hypothèses qui vont nous permettre ensuite de commencer à préparer les outils d'enquête pour partir sur le terrain. Donc, cette problématique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une approche ou une perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème qu'on a identifié dans la question de recherche. Et c'est grâce à cette problématique qu'on va construire un modèle d'analyse bien ancré. Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, cette phase exploratoire, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je dirais pas toute la qualité de l'enquête, mais une grande partie de la qualité de l'enquête sera garantie par cette phase exploratoire qui permettra aux chercheurs d'être en maîtrise du vocabulaire utilisé, de la pathologie travaillée, du contexte dans lequel il va s'insérer pour son terrain. Et je vais vous donner juste encore un exemple par rapport à Alliance SHS Afrique. Donc, on est avec l'équipe de Madagascar en train de développer une recherche. C'est la composante 1 d'Alliance SHS. Et en fait, là, aujourd'hui, après 2 mois ou 3 mois de discussion vraiment et de ping-pong entre les connaissances du terrain, la revue de la littérature, ce qu'en disent les institutions en santé globale, on en est, après 2 mois, arrivé à vraiment définir une problématique. On pourrait considérer, et à un certain moment, je sentais bien que les équipes considéraient qu'en fait, il fallait qu'on avance, il fallait qu'on aille faire du terrain. Mais en fait, on peut considérer que le temps qu'on a passé pour développer cette problématique nous permet vraiment de devenir un peu nous-mêmes des experts de la thématique. C'est-à-dire que Timothée et l'ensemble de l'équipe qui, il y a 3 mois encore, ne connaissait rien à la poliomyélite, maintenant parle de la poliomyélite vraiment comme un virologue qui comprend l'ensemble des éléments pathogènes de la maladie, des éléments de transmission, etc. Et quand il sera face à des professionnels de la santé et face à des administrateurs de vaccins, etc., et face à nos interlocuteurs du ministère, voilà, ces personnes-là seront face à un expert d'une thématique. Donc, cette phase exploratoire est essentielle pour s'assurer les bases réellement d'une expertise qu'on doit quand même porter sur une thématique. Et n'oublions pas, comme le disait aussi Jean-Pierre tout à l'heure, que dans cette phase aussi, on doit rester en contact avec le réel. Et par le contact avec le réel, j'entends réaliser des entretiens formels, faire des allers-retours sur le terrain et pouvoir identifier quelles sont les perspectives et les points de vue de nos futurs participants d'enquête. Alors, une seconde, je branche mon ordinateur. Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, ça c'est donc pour la première partie qui était liée aux étapes de la recherche, à la phase exploratoire. Donc, juste pour vous indiquer qu'au mois d'avril, Fanny Atlas, qui en fait vient de l'ENS à Lyon, et Cyrine Boabid vous feront un point détaillé sur quelques outils pour mieux lire, pour apprendre à vraiment des méthodologies pour analyser justement d'un point de vue contextuel dans la littérature ce qu'il existe. Donc ça, Fanny et Cyrine seront donc en charge du séminaire du mois d'avril et Koudiasso et Delphine Busso seront elles en charge de faire un séminaire, donc webinaire, ici au mois de juin dans le cadre justement de cette phase exploratoire et comment mobiliser les données contextuelles. Donc, si vous êtes un peu frustré maintenant, ce n'est pas grave, on vous défrustrera tout au long de l'année en 2024 grâce aux différents séminaires qu'on va vous proposer. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape donc de production de données. Alors, cette étape, elle est aussi totalement, évidemment, essentielle il faut s'assurer d'arriver
à cette étape de production de données en ayant circonscrit le champ d'observation, que ce soit dans l'espace géographique, dans l'espace social, et aussi de pouvoir définir la marge de manœuvre que nous avons, nous, en tant que chercheurs. Dans quel délai on a besoin de répondre à la question et quelles sont les ressources, quelles sont nos ressources propres pour avancer et quelle est la liste de nos contacts pour avancer. Voilà. Donc, pour ce faire, attendez, je dois juste faire un petit réglage. C'est ici dans le... Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut continuer. C'est juste que je ne me vois pas, donc je ne sais pas si ça... C'est bon. Donc, si tu peux juste revenir à la slide avant. Voilà. Donc, alors, pour ce faire, donc, il y a, Jean-Pierre nous a fait une liste tout à l'heure des différentes méthodologies de production de données. Donc, je ne vais pas vous la refaire ici, on les connaît tous, hein, je pense, entretien semi-directif, tout ça, tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, pour répondre à ma question, quels sont du coup les meilleurs outils de production de données. Et donc ça dépend largement du terrain, des données contextuelles, ça dépend aussi bien sûr de la question de recherche. Et sur cette question-là, Elio Rakutumanan et Timothée Razafinjabe, ça vous feront donc un webinaire au mois de septembre. Donc, la question, c'est aussi, à un certain moment, une fois qu'on a conçu ces outils de production de données, comment faire pour les tester avant, bien sûr, de connecter les données, sachant qu'on est dans un processus itératif, vraiment de ping-pong entre le terrain et puis les outils de collecte de données qui nous permettront enfin de faire évoluer les outils de collecte de données pour que, et c'est ce que je dis souvent ici à l'équipe, c'est qu'en fait, on aura nos canevas réellement utilisés sur le terrain qu'en fin d'enquête. C'est-à-dire que ce n'est qu'en fin d'enquête qu'on aura l'ensemble des questions qu'on aura posées sur le terrain. Ce qui pose une question, bien sûr, d'un point de vue éthique. Parce que, comme vous le savez, quand on fait un protocole, il y a des annexes et dans nos annexes, on doit mettre les canevas d'entretien pour soumettre aux comités d'éthique nationaux. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est on a un protocole officiel qui est celui pour le comité d'éthique et on a un protocole qui est celui qui va vraiment réellement, comme dans les laboratoires finalement en bio, qui va guider en fait nos pratiques, qui sera notre propre protocole avec des canevas d'entretien qui sont largement différents que ceux qu'on propose au comité d'éthique. Donc, il y a toute la question de l'approche et de la posture du terrain, de comment négocier sa place sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, notamment par Jean-Pierre Olivier de Sardan dans son livre « La rigueur du qualitatif ». Cette posture, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, elle doit varier, on doit trouver un juste milieu entre une espèce de posture d'empathie et une prise de distance et d'esprit critique. C'est entre une posture naïve, parce qu'on doit arriver sur le terrain en étant des apprenants et pas des sachants, et à la fois avoir une posture d'expert, comme je le disais tout à l'heure, de Timothée, qui petit à petit devient un expert de la poliomyélite. Mais il faut parvenir à garder cette posture de chercheur qui est distancié. Je vous donne un petit exemple. En 2016, on menait une enquête ici à l'Institut Pasteur sur les déterminants de recours aux soins obstétricaux et on avait en fait une enquêtrice qui était très croyante et qui en fait confondait sa posture d'enquêtrice avec sa posture de croyante un peu prosélyte. Et donc, à la fin des entretiens, bon, une fois que, bien sûr, l'enregistreur était éteint, elle revenait sur des éléments que la mère de famille nous avait évoqués en lien avec les méthodes contraceptives, le recours aux soins. Elle revenait dessus en disant « Non, mais attendez, vous vous rendez bien compte qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Et en fait, j'étais sur le terrain, mais je n'étais pas avec cette équipe-là, j'étais avec une autre équipe. Et en fait, au bout de quelques jours, on a observé au niveau du Fouktan, qui est un village ici à Madagascar, on a observé vraiment des gros blocages. Et on s'est demandé, voilà, on faisait des réunions, des gros blocages, les femmes refusaient en fait à un certain moment de discuter avec nous, ne voulaient plus participer aux entretiens, on avait un taux de refus élevé et en fait on s'est rendu compte que c'était à cause de cette posture un peu prosélyte que du coup les maires ont commencé à se demander mais est-ce que c'est une équipe de recherche ou bien c'est une équipe qui vient pour modifier nos comportements et puis pour faire des enquêtes avec un agenda caché derrière. Bref, il a fallu qu'à ce moment-là on reprenne le dispositif au début et qu'on reprenne les personnes influentes au niveau du village, qu'on réexplique les objectifs et qu'on explique, qu'on déconstruise en fait cette posture qui n'était plus du tout une posture pour le coup distanciée ni d'esprit critique.
Donc, c'est pour vous dire qu'on peut tomber facilement, quand c'est un sujet sur lequel, en plus, qui nous tient à cœur, on peut tomber dans cet engagement du chercheur qui peut être un engagement qui, à la fois, peut porter des fruits, mais qui peut aussi avoir des effets négatifs, des biais sur l'enquête. On pense par exemple notamment aux anthropologues qui ont travaillé sur le terrain de l'extrême droite en France. On peut se poser la question à un certain moment, voilà, de savoir, tiens, jusqu'où on peut aller dans notre engagement de chercheur. Avant de faire mes recherches de thèse, je travaillais sur les églises évangéliques à Madagascar. Et en fait, voilà, j'allais assister à des messes, etc. Et en fait, il y a un moment où on m'a demandé de clarifier mon positionnement. Est-ce qu'au bout de 6 mois, j'étais moi-même convertie, j'étais moi-même croyante, ou bien j'étais toujours dans cette posture de chercheuse distanciée et on m'invitait gentiment, si je n'étais toujours pas devenue croyante au bout de toutes ces heures de messe, à ne plus revenir. Donc, à ce moment-là, il faut faire des choix en tant que chercheur. Voilà, il y a des choix qui demandent à être posés. Mais tout ça va aussi avec une transparence, une nécessité de transparence dans la présentation donc, de notre rôle sur le terrain. Ensuite, il y a toute la question de rapport aux outils de production. J'ai eu la chance de faire beaucoup de terrain avec ma directrice de thèse avant même de commencer ma thèse et en fait, ça m'a appris énormément. Donc, on essaye dans l'équipe santé et sciences sociales d'en fait d'apprendre, enfin, de faire cette formation sur le tas. C'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. En fait, learning by doing, c'est vraiment essentiel dans la pratique ethnographique d'apprendre en faisant. Donc, il y a quelqu'un qui a son micro allumé, Georgette ou Pierre. Merci Cyril. Donc, j'ai beaucoup appris à ses côtés et donc il y avait la question de l'importance des silences. Et donc, c'est vrai qu'en tant que jeune chercheur ou jeune enquêteur, on a parfois peur de ces moments de vide que sont les silences. Et en fait, c'est dans ces moments-là que beaucoup de choses se jouent, dans les regards, dans la confiance. Et je me rends compte en faisant parfois des encadrements sur le terrain qu'en fait, il y a cette tendance à rester collé à son canevas d'entretien. En fait, quand on est un jeune chercheur, on se fait peu confiance finalement. Et on a l'impression qu'en se raccrochant à ce qui est tangible, c'est-à-dire les canevas d'entretien, ça va nous donner, voilà, ça va nous permettre de garantir la qualité. Alors qu'en fait, ce rapport plus flexible au canevas d'entretien, aux outils d'enquête, permet justement de se mettre dans le contexte, de se mettre dans la réalité de l'autre en entendant ses soupirs, en voyant ses regards, tout le langage non verbal qui est essentiel dans l'ethnographie également et dont on doit tenir compte. Et donc de bien noter ce processus itératif et qui est aussi difficile, surtout dans des institutions en santé comme les nôtres, hein, qui demandent quand même à un certain moment des objectifs, d'atteindre ces objectifs dans un timeline, etc. C'est que, en fait, on oublie que le temps passé entre le terrain, la revue des canevas, le terrain, la revue des canevas, tout ça, c'est essentiel pour pouvoir avancer puis garantir que la voix qu'on porte est bien celle des personnes avec lesquelles on travaille. Ensuite, il y a dernière chose pour la production de données, c'est et sur lequel il existe finalement très peu d'écrits, c'est la production d'analyses à chaud. Donc, on s'est rendu compte dans l'équipe santé sciences sociales, et c'est sans doute aussi ce que le LASDEL fait avec sa méthodologie écrit, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est sur le terrain de s'offrir du temps pour faire des analyses à chaud. Donc, souvent, ce que je dis, c'est vous faites des enquêtes le matin et l'après-midi, vous revenez sur vos enquêtes et vous discutez des données que vous avez réussi à collecter dans l'objectif de mieux cibler ce que vous allez chercher demain. Et souvent, pendant ces périodes de terrain, on a vraiment des intuitions. J'essaye souvent d'expliquer que ces intuitions sont finalement souvent ce qui ressort des analyses finales. Et il faut s'y accrocher. Bien sûr, il faut passer par tout le processus d'analyse systématique à travers la codification, etc. Mais souvent, ce qui ressort à la fin, les intuitions qu'on a eues au départ, ce sont les bonnes. Pour ça, il faut bien sûr avoir, comme le disait Jean-Pierre aussi tout à l'heure, être passé par 15 entretiens, 20 entretiens qu'on a complètement foirés avant d'arriver dans des vrais bons entretiens et puis même après, aujourd'hui, d'accepter qu'on va encore foirer des entretiens. Et donc, cette espèce d'analyse à chaud va aussi permettre de coproduire en direct, ce qui permet de faire des restitutions en fait auprès des personnes auxquelles on a collecté des données.
et à la fin des terrains, de leur dire: «Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu dire au moment où vous nous avez dit ça? Est-ce que vous êtes d'accord de dire ça par rapport à tel sujet?» Et donc ça permet de revenir du terrain, pas seulement avec des audios, mais vraiment avec pas seulement avec des intuitions, mais aussi avec des résultats que nous aurons déjà testés, avec, les populations avec lesquelles on travaille sur le terrain. Donc juste, je vous ai remis une image ici, je n'ai plus la source, mais il faudrait que je la trouve vraiment très marrante parce que du coup, comme vous le voyez, ce sont, ce qu'on peut appeler, des autochtones, comme on pouvait le dire avant, qui voient arriver des anthropologues et qui enlèvent leur télé, leur lumière, leur disque dur, leur téléphone, parce que les anthropologues arrivent et que l'anthropologue est à la recherche d'exotisme et voilà. Et donc, je trouvais que c'était rigolo par rapport aux neutrons se sachant observer. Voilà, donc ça c'est pour la production de données et donc je vais en arriver à la dernière étape avant de vous laisser la parole. La dernière étape qui est l'étape d'analyse, euh, qui est donc une étape qui regroupe aussi pas mal de défis. euh, et qui pose pas mal de questions, hein. On discute souvent, est-ce qu'on continue à faire des codifications manuelles? Quels sont les logiciels qui sont réellement aidants pour faire des analyses qualitatives? Donc, il y a bien sûr NVivo, il y a D12, il y a pas mal de choses qui permettent en fait finalement de nous aider dans la codification, mais qui ne nous permettront jamais, comme des logiciels statistiques, en fait, de nous donner la mesure ou de nous faire ressortir les résultats généraux. Donc ça reste toujours le rôle du chercheur qualitatif que de faire ce travail-là, cette analyse thématique qui est de chercher des divergences et des récurrences dans les discours. Donc là aussi, on aura un webinaire spécialement dédié là-dessus. Il y a la question de la montée en généralité. C'est la question sur laquelle moi, personnellement, je m'arrache le plus les cheveux au moment de l'encadrement, parce que monter en généralité, d'ailleurs, souvent, rien que ce mot, je pense, doit donner la chair de poule à l'équipe, rien qu'à de l'entendre. C'est vraiment un sujet qui est compliqué et pour lequel, encore aujourd'hui encore, je n'ai pas vraiment trouvé un manuel ou une solution qui serait de l'ordre de capacité ou d'habileté qui seraient acquises de manière autodidacte. À mon sens, cette montée en généralité, elle ne peut s'acquérir que par l'inscription en fait dans un cursus académique qui est le cursus en master 2 et puis éventuellement en thèse et qui permet réellement de s'ancrer dans un voilà dans un cadre analytique et qui permet de développer l'esprit critique, etc. Donc cette montée en généralité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment faire pour faire dialoguer nos données ethnographiques pour lesquels on est en parfaite maîtrise. Souvent, les chercheurs sont en parfaite maîtrise de leurs données ethnographiques, connaissent très, très bien leur terrain, mais comment faire maintenant pour les faire dialoguer avec la littérature? Donc ça, c'est vraiment un défi particulier par rapport face auquel on se confronte souvent. Il y a la question aussi de l'analyse comparative, souvent que ce soit dans nos recherches avec des épidémiologistes ou même en interne, hein, entre sciences humaines et sociales, on veut faire des analyses comparatives urbain-rural ou entre le Niger, Madagascar, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et on se retrouve souvent face à une question qui est de dire à la fin, comment en fait on va faire des analyses comparatives? Sur quels éléments concrètement on veut faire ces analyses comparatives? Donc ça, c'est aussi vraiment un point d'achoppement et en fait qu'il est nécessaire d'anticiper dès le début, dès l'écriture du protocole, autour de canevas qui seraient communs, de thématiques qui seraient communs, de codes d'analyse qui seraient communs également. Sans mettre ce dispositif en place de méthodologie commune, ben, c'est très difficile à la fin d'arriver sur des analyses comparatives. Et ça, on en parle assez peu aussi dans les manuels méthodologiques. La question de la restitution orale a été un petit peu évoquée aussi. Enfin non, justement, Jean-Pierre, tu disais que tu n'aurais pas le temps d'en discuter maintenant. Et en effet, c'est vrai que c'est un vrai sujet en soi. Comment choisir ces données sous quelle forme les mettre. Et je pense que c'est très, très important, comme le disait, enfin voilà, comme on le disait tout à l'heure, face à l'hégémonie du coup, face à l'hégémonie du quanti et face à un peu aux limites encore épistémiques de reconnaissance en fait des qualitatives, enfin des sciences qualitativistes, c'est très, très important de s'assurer que la forme et la manière dont on parle de nos recherches est vraiment le plus précise possible. Je donne deux exemples
exemple. Donc, on a fait une recherche sur l'utilisation des antibiotiques par les femmes enceintes et au moment de au moment de la présentation des éléments qui me seraient restitués, voilà, le coordinateur de recherche me montre en fait les données très ethnographiques. Et puis là, je dis, mais souviens-toi, c'est quoi ta population cible pour cette restitution? Et là, il me dit, bah, ce seront les participants à l'enquête, mais ce seront aussi tous les agents du système de santé dans la ville dans laquelle on a travaillé, puis c'est le bailleur. Et là, en fonction de ça, en fait, on a travaillé du tout au tout cette restitution parce que les éléments qu'on va donner à une personne ou à un type de personne ne seront pas du tout les mêmes qu'à une autre type de personne. Donc, voilà, ce travail de restitution est en grande partie joué quand on aura identifié clairement quel est le public cible à qui on veut restituer nos données et sous quelle forme. Et un deuxième exemple, donc, pour les 125 ans de l'Institut Pasteur, j'ai fait une conférence sur les bouleversements des pratiques des soignants pendant le Covid et je savais pertinemment bien que dans mon audience, il n'y aurait pas un seul collègue anthropologue, que ce ne serait que des virologistes, des parasitos, des immunos, des entomos, des médecins, la direction, etc. Et je sais assez bien aussi que c'est un public qui est assez peu familier avec les sciences humaines et sociales. Et donc, j'ai fait tout un travail en amont de m'assurer que le vocabulaire utilisé soit le plus près d'un vocabulaire biomédical pour parler du Covid, pour parler des dispositifs de protection, pour parler des recommandations également. Et la méthodologie également a fait vraiment l'objet d'une grande réflexion pour savoir sous quelle manière je peux parvenir à désamorcer les questions de représentativité que finalement je me suis quand même évidemment reçue à la fin malgré toutes les précautions prises. Mais voilà, donc c'est important dans les restitutions orales de pouvoir savoir du coup quels seraient déjà potentiellement les points, les questionnements qu'on vous fera pour au mieux restituer les résultats de l'enquête. Et enfin, la question de la rédaction scientifique est une vraie question également pour lesquelles il existe des modules, mais je pense que voilà, ça reste à nouveau un travail d'expérience et puis d'apprentissage à faire sur le tas. Donc, lancez-vous dans l'écriture d'abstract, lancez-vous dans l'écriture de papier. Essayez, si vous le pouvez, d'être encadré par des chercheurs un peu seniors qui pourront éventuellement vous aider à réécrire le papier. On a eu l'expérience avec quelqu'un de l'équipe ici qui avait fait vraiment un premier draft qui a été réécrit et la personne qui l'a aidé, qui était le PI de l'enquête, était suffisamment bienveillante que pour pas la critiquer sur l'ensemble des points, mais pour lui dire, voilà, là, plutôt que de faire ça, tu devrais faire ça. Et donc, essayez de vous entourer pour l'écriture de vos papiers de gens qui pourront vous encadrer de manière à vous rendre finalement autonome pour que vous puissiez écrire de vous-même vos papiers. Alors, enfin, donc, la dernière slide, cette dernière slide, donc je vais vous transmettre simplement quelques références pour avancer. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, quelques références qui peuvent vous être transmises. Et à la slide suivante, encore deux références qui sont toutes neuves, puisque on a donc un podcast qui est monté à l'Institut Pasteur par nos amis Hichem, Cyril et bien d'autres. Et donc, on a un podcast qui vient de sortir aujourd'hui sur justement The Rise of Health Anthropology, dans lequel donc Frédéric Lemarcy, Hichem Benassine et moi-même, on intervient pour travailler justement et pour discuter avec Cyrine Boabit qui nous interroge sur la question du rôle des anthropologues en contexte épidémique. Donc, si vous voulez nous entendre, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à écouter la chaîne YouTube Les Possédés et leur monde, qui est diffusée donc sur les sites de Anthropologie et Société et de Louvain-la-Neuve, le laboratoire d'anthropologie prospective à Louvain-la-Neuve en Belgique. En fait, c'est une chaîne dans laquelle d'ailleurs Jean-Pierre Olivier de Sardan intervient et qui pose tout un tas de questions sur la posture du chercheur en anthropologie. Et ici, celle que je vous ai print screenée, donc c'est justement, elle parle des glissements de terrain et de tous les glissements que peuvent connaître les anthropologues une fois qu'ils sont donc insérés dans leur contexte d'étude. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vous voyez ici donc le séminaire, enfin voilà, le calendrier des différents séminaires en méthodologie de la recherche pour l'année 2024 à nouveau. On vous la transmettra, donc pas de panique. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que j'ai été suffisamment claire. Merci beaucoup, Karina. Merci à nos deux intervenants. Alors, on a largement dépassé le temps.
Donc, pour les interventions, donc, on va essayer de consacrer, bien entendu, le temps nécessaire aux questions, parce que vous êtes très nombreux en plus. Et, euh, et donc, ce que je souhaiterais, si possible, je vais pas me lancer dans un résumé, hein, des interventions, mais j'aimerais tout de suite vous laisser la parole. Euh, j- Bien entendu, donc chacun est libre de poser ces questions, mais surtout, s'il vous plaît, essayez autant que possible dans vos questions de voir avec qui serait l'intervenant qui souhaiterait répondre. Bien entendu, ils peuvent se compléter. Voilà, on a vraiment deux postures, une plutôt axée théorique et une autre vraiment sur le terrain. Mais évidemment, comme disait Jean-Pierre Olivier de Sardan, les données créent la théorie, la collecte des données permet de théoriser également. Donc, alors, je vois que, alors, c'est un petit souci, c'est que vous êtes tellement nombreux qu'on a un problème d'affichage. Je ne peux pas tous vous voir en même temps. Il faut que je trouve un moyen de faire ça. Alors, pour le moment, j'ai Timothée, donc l'équipe de Superstar de Madagascar. Tu peux prendre la parole, Timothée, puis entre-temps, et puis ensuite, je donnerai la parole aux autres. Bonjour à tous et bonjour Jean-Pierre Olivier de Sartan et bonjour Kia. Je vous remercie d'abord pour vos présentations. Ça a été très enrichissant et moi ma question c'est en fait nous sur terrain quand on va choisir une population, par exemple si on parle de vaccination on va choisir par exemple les mères, mais ma question c'est plus est-ce que vous pouvez, nous donner, des indications ou comment vous faites, en fait, pour, choisir, les personnes à interviewer? Parce que nous, dans notre côté, soit on part d'un registre et on fait des tirages au sort pour, aller dans les ménages. Mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes ou comment on fait pour, quand on va, par exemple, rester, 4 semaines, 15 jours, dans un même endroit? Et comment on fait pour choisir les personnes à interviewer, si on parle ici de population cible? Merci beaucoup. On n'a pas, en général, hein, dans les méthodes qualitatives, on n'a pas un échantillonnage prédéterminé, comme on peut en avoir dans des enquêtes par questionnaire, où il s'agit d'avoir sur un groupe restreint, un échantillonnage qui représente un groupe plus vaste de façon analogue. Euh, alors, on procède en général justement par groupe stratégique. Donc, dans un groupe stratégique donné, d'abord, on se fait l'inventaire de l'ensemble des groupes stratégiques concernés, ce qui veut dire qu'on va prendre des gens dans chacun de ces groupes stratégiques. Maintenant, dans un groupe stratégique, on ne va pas non plus se fier à une seule personne, ça n'aurait pas de sens. Donc, on va commencer à accumuler un certain nombre d'entretiens dans un groupe stratégique donné. Si c'est le cas des vaccinations, on va prendre les mères de famille qui accueillent les vaccinateurs et on peut prendre comme point d'entrée, le point d'entrée peut être variable. Parfois, ça peut être une personne éminente qui vous est conseillée. Parfois, c'est la présidente de l'association de je ne sais pas quoi. Ou parfois, c'est votre simple voisine parce qu'elle est là-dedans. Donc, après, mais on va surtout procéder par, disons, par aller-retour. Vous allez voir quelqu'un. Après, vous allez avoir le sentiment que bon, elle m'a conseillé d'aller voir un tel qui a eu tel problème, donc je vais aller voir. Donc on suit un peu des pistes, disons, au flair, à l'aller-retour, mais avec comme but ce que on appelle en général le principe de saturation. Le principe de saturation, c'est que au bout d'un moment, dans un même groupe stratégique, on n'a plus d'informations nouvelles qui apparaissent lorsqu'on fait un nouvel entretien. Donc, c'est un peu le sentiment que dans un groupe stratégique, on a fait le tour des problèmes, le tour des perceptions, le tour des principales pratiques ou des principales routines. Voilà. Donc, cette histoire, ça se produit. Donc, c'est difficile de dire que ça va se faire après 3 personnes ou après 30. Bon, en général, c'est entre les deux extrêmes. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez successivement les gens et que vous n'obtenez plus vraiment le sentiment de nouveauté, donc c'est le moment où est atteint cette saturation, qui veut dire qu'on a fait le tour de ce groupe stratégique. D'ordinaire, les gens ne le font pas avec groupe stratégique, ils parlent en général. Notre rapport, si on veut dire, dans notre équipe au Niger, ça a été qu'on le fait pas dans chaque groupe stratégique.
essayer d'aller là-dedans. Autrement dit, dans chaque groupe stratégique, il faut effectivement trianguler, il faut effectivement plusieurs points de vue. Ça ne va pas aller à l'infini, parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, mais ça ne va pas non plus être une personne qui va nous dire le point de vue de tout le monde. Donc, c'est un petit peu ça qu'on le fait avec, bon, parfois, on se rend compte que dans l'enquête, il y a des éléments qui vont faire qu'un groupe stratégique va se diviser en deux, que par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais que tout d'un coup, on s'aperçoit que le facteur de la politique joue et que suivant que les gens sont pour ou contre le gouvernement, ils vont avoir une réaction très différente. Du coup, on va différencier le groupe stratégique entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, des choses comme ça. Et disons que voilà, c'est dans une démarche assez pragmatique que l'on construit un peu l'ensemble de l'échantillonnage. C'est pas, le terme échantillonnage est ambigu parce qu'il fait référence à l'échantillonnage de type représentatif statistique, alors que ce n'est pas celui qu'on utilise. C'est pour ça qu'on dit à la fois triangulation, donc multiplier les points de vue, et saturation pour ne pas les multiplier à l'infini. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Est-ce que, Kiala, tu souhaiterais ajouter quelque chose par rapport à... Non, non, c'est bon, merci. Ouais, ok, très bien. Alors, on a trois autres questions. Personnes qui souhaiteraient poser des questions, pardon, je suis avec mon micro. Théoma, d'abord. On le connaît, Bonjour. Théoma, il était avec nous à Tana pour le cours d'avril. Ok. Merci, chef, pour la présentation et bonjour tout le monde. Bon, moi, j'ai trois questions à Jean-Pierre et deux questions pour Karela. Donc, ma première question pour Jean-Pierre, c'est l'exploitation des données audiovisuelles. C'est pas très développé souvent. Comment est-ce qu'on peut les exploiter? Surtout, on a vu que dans le contexte des épidémies, les audiovisuels, les infos sur la télé, la radio, ça s'avère très important pour l'analyse et ça permet d'avoir des pistes. Donc, ma deuxième question, c'est la recherche multisite et multichercheur. Est-ce que pour un seul chercheur, il peut prendre plusieurs sites, peut-être pour faire des comparaisons, et ce qui n'est pas le cas ou dans le cadre de lectrice où il y a plusieurs chercheurs. La troisième question, c'est cette question de s'intéresser aux problèmes d'ordre sociaux. Par exemple, sans tomber, souvent il y a les débats scientifiques autour de la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc, comment faire pour rester dans les bons niveaux entre ces deux niveaux qui diffèrent? Ça, c'est les trois questions. Donc, mes deux questions pour Karela. C'est le problème des chiffres. Vous avez commencé à donner des astuces comment appréhender ces problèmes où souvent on remarque un problème de dialogue, de coordination. Je voulais savoir, partant de votre expérience, comment est-ce qu'on peut appréhender au-delà de ça ces problèmes des chiffres, parce qu'on a vu qu'au Niger, c'était un problème. À un moment donné, il y a une représentante d'une ONG qui a été chassée en 24 heures face au problème de discordance des chiffres entre le ministère et les organisations, ce qui a fait que maintenant, le ministère a obligé à ce que les chiffres, que ce soit le ministère seulement qui donne les chiffres et non les organisations, c'est tout le ministère de la Santé. La deuxième question, c'est sur les canevas. Comment faire expliquer cette itération qui existe entre les données de terrain et les canevas, surtout face à l'hégémonie des modèles standardisés? Et en fin de compte, quel canevas utiliser pour dire que, bon, au final, voilà ce qu'on a utilisé. Est-ce le dernier canevas ou bien le premier? Voilà pour mes questions. Et si vous pouvez aussi nous partager vos travaux sur le marché informel des produits pharmaceutiques. Merci. Tu commences, Karela? Oui, ça marche, ça marche. Oui, c'est Avec bien. joie. Ouais. Ok, alors pour revenir à la première question, donc merci beaucoup pour ces deux questions, les problèmes de chiffres, comment appréhender ces problèmes. Donc, c'est vrai, comment faire finalement quand on a trois chiffres différents par rapport à une couverture vaccinale et qu'on a besoin, nous, de savoir ce qu'il en est pour pouvoir avancer. Je pense qu'on peut déjà suggérer aux bailleurs d'en faire un sujet de recherche. C'est-à-dire, voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a trois chiffres différents. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, ça pose problème pour le développement des interventions en santé publique qui se basent sur ça. Ce qu'on vous propose, c'est déjà d'essayer de comprendre un peu, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, pour l'allaitement, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a
cette différence entre les chiffres. Et puis, peut-être la deuxième chose, bon, ben, c'est simplement d'essayer de réfléchir en mettant autour de la table les différentes parties prenantes et poser comme piste à la fin de la recherche de dire, voilà, il faut une nouvelle enquête. Il faut une enquête qui soit basée sur voilà, des questionnements qui seraient objectifs avec des outils qui seraient à la hauteur des réponses qu'on attend. Et ça pourrait être une piste de recherche de dire, voilà, il faudrait faire une nouvelle enquête nationale. On n'a toujours pas de données. Donc, à un certain moment, c'est aussi le rôle du chercheur de faire ce plaidoyer-là, de dire on n'a pas accès à des données qui soient homogènes, que faire avec ça? Donc, c'est mettre les parties prenantes face à ces discordances et ce qu'on essaye de faire du coup dans le cadre d'un projet maintenant Alliance SHS, dans le cadre de la composante 1 sur la vaccination, c'est d'analyser justement ces discordances entre les différentes données existantes sur la vaccination et peut-être d'arriver à la fin du projet en ayant un plan avec les parties prenantes sur comment faire pour faire dialoguer justement les parties prenantes et comment faire pour qu'il n'y ait plus de discordance, en tout cas dans les statistiques nationales. Donc, ça va être un des objectifs, comment faire en assistant aux ateliers nationaux. Donc, ça prend du temps, c'est très chronophage, mais c'est ce que du coup, Timothée et Michael Razaf sont en train maintenant aujourd'hui de faire en assistant du coup aux ateliers. Ça va être de s'assurer qu'en fait, ces personnes-là soient déjà conscients des discordances et de discuter ensemble comment faire pour qu'il y ait un dialogue possible pour avoir une base commune. Pour ta question sur les canevas, je pense qu'il faut simplement avoir en tête et simplement, comment dire, accepter le fait qu'il y aura plusieurs types d'outils différents en fonction des cibles à nouveau auxquelles vous allez soumettre du coup vos canevas. Je pense que avant qu'il y ait des comités nationaux d'éthique, en tout cas ici à Madagascar, incluant des anthropologues, ce qui pourrait être un projet bien sûr, mais qui n'arrivera certainement pas avant quelques décennies, ou en tout cas avant un petit peu de temps en tout cas. Je sais qu'à Tunis, par exemple, le comité d'éthique inclut Hayet Moussa, qui est avec nous d'ailleurs, qui est anthropologue. Ce n'est pas le cas ici à Madagascar, malheureusement. Avant que ce soit le cas, on est obligé en fait de fonctionner avec des systèmes à plusieurs vitesses. Ça inclut de faire des canevas qui répondent aux standards éthiques du comité d'éthique, qui inclut aussi voilà, aux différentes exigences. Et pour répondre à ta question de finalement par exemple, j'imagine que ta question, c'était quand on publie, par exemple, ou quand on restitue nos recherches, quel canevas utiliser pour expliquer les pratiques réelles d'ethnographie? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont les canevas flexibles et les canevas, du coup, qu'on pourra édifier dans leur totalité de manière complète à la fin du terrain. Voilà, je pense que c'est cela qu'il faut montrer quand tu publies ou quand voilà, quand tu veux restituer tes données. J'espère avoir répondu à tes questions. Ok, je continue. Théobald, sur la première question, tu veux parler de... J'avais compris l'exploitation des données au début, comme comment on traite les données, mais ce que tu voulais dire, c'est comment on les diffuse à l'extérieur, c'est bien ça? Oui, oui, professeur. Oui, donc il ne s'agit pas simplement d'exploitation des données, enfin, c'est l'exploitation des résultats de l'enquête, c'est-à-dire de l'ensemble données-interprétation, les données mêlées aux interprétations et les interprétations basées sur les données. On est bien d'accord. Alors, en fait, ce que je peux vous donner simplement, c'est l'exemple de ce qu'on a fait à Niamey au LASDEL de façon assez régulière pour un certain nombre de nos enquêtes dans le domaine de la santé. En général, lorsqu'on a un rapport de recherche, on ne le laisse pas simplement dans les étagères du commanditaire ou du financeur, du bailleur de fonds qui a financé ça. On essaye de le diffuser de façon, comment dire, sur le informatique. Donc, on a le support d'une sorte comment ça s'appelle, de rapport de recherche qu'on appelle études et travaux du LASDEL, qui est en ligne, que tout le monde peut consulter. Vous pouvez tous voir www.lasdel.net et vous avez 130 rapports qui sont là-dessus, anciens rapports, et qui sont discutés, qui circulent beaucoup, ils sont assez consultés, mais qui circulent aussi beaucoup au Niger. Nous avons après des conférences qu'on organise dans notre laboratoire public, des conférences publiques où on envoie beaucoup de convocations, beaucoup de publicité pour le public qui est touché. Donc, si c'est la santé, ce sera un public, beaucoup de personnel de santé ou d'étudiants dans le domaine de la santé, etc.
ça s'appelle les Mardis du Lasdel. C'est un peu abandonné pour le moment, mais j'espère que ça va reprendre. On a aussi parfois la production de Policy Brief, donc d'une sorte de synthèse des résultats qui est diffusée de façon plus systématique et qui met l'accent sur les principaux éléments. Et puis, par exemple, sur les politiques de gratuité des soins, on a réussi, enfin, un des chercheurs, c'était pas nous directement, on faisait ça avec une équipe justement de chercheurs quantitatifs du Canada, mais on a réussi à monter une conférence nationale des personnels de santé sur les résultats en partie sur les résultats de nos enquêtes sur la gratuité des soins et les problèmes que posait la mauvaise mise en œuvre de cette politique de gratuité des soins. Donc, on essaye. Dans les journaux aussi, on a souvent publié, plusieurs fois publié dans des journaux nigériens, des interviews ou des articles qui portaient des résultats de nos enquêtes. Donc, c'est un petit peu tout azimut qu'on essaye de faire ça. On le fait, parfois, on n'a pas le temps de le faire assez bien, mais je pense que ça fait partie de notre responsabilité. C'est le service après-vente du chercheur est aussi de diffuser ces résultats, surtout lorsqu'ils concernent un problème social ou un problème politique ou civique ou de santé important. C'est évidemment par rapport à une perspective de transformation des choses qu'on diffuse ça, pas pour se faire plaisir ou pour jouer les interviewés à la radio ou à la télé. C'est pour essayer de montrer que les résultats que l'on amène peuvent contribuer à améliorer la qualité des soins ou la qualité du fonctionnement du service de santé ou la qualité des politiques publiques. Multi-chercheurs, multi-sites, il y a toutes les configurations sont possibles, il n'y a pas une orthodoxie à respecter. On a eu des enquêtes où chaque chercheur avait un seul site, et donc il y avait 3 sites, 3 chercheurs, et puis des enquêtes où chaque chercheur avait 3 sites, donc il y avait, disons, 9 sites, parce que c'était 3 sites par chercheur, si c'était 3 ou des choses comme ça. Donc il ne faut pas du tout faire d'orthodoxie, ça dépend beaucoup de considérations pragmatiques, le nombre de chercheurs qu'on a à sa disposition, le temps qu'on a, le budget qu'on a, il n'y a jamais de recherche parfaite. On est toujours des recherches où on est contraint par des problèmes de budget, de personnel, de temps, de machin. Donc, on essaye de se débrouiller comme on peut. Comme tu le sais, on dit Halidungu Bagyo, un proverbe zerma qui dit l'eau chaude vaut mieux que la soif. Donc, voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a, si on veut dire, dans un autre vocabulaire. Il y a ensuite, la dernière chose, recherche fondamentale et appliquée. Pour moi, le gros problème de la recherche appliquée, c'est pas qu'elle soit appliquée, c'est quand c'est de la mauvaise recherche. Donc, le problème crucial quand il y a une recherche-action, une recherche appliquée, c'est qu'elle corresponde à des standards rigoureux de recherche, que ce soit pas une recherche au rabais, que ce soit pas une recherche de type fast-food, voilà, ou fish and chips. Donc, vraiment, autrement dit, une recherche appliquée, pour moi, doit avoir une double contrainte. Une contrainte scientifique comme n'importe quelle recherche. Comme n'importe quelle recherche. Elle doit être soumise aux mêmes contraintes de rigueur, de sérieux, de machin. Et en même temps, une seconde contrainte, qui est qu'elle puisse servir, qu'elle puisse donc déboucher sur une amélioration des services et qu'elle donc elle porte sur des choses cruciales, quoi, importantes, des enjeux, ce que j'appelle les enjeux civiques, on va dire, pour dire de façon générale. Donc, quand on fait de la recherche appliquée, on n'échappe pas aux contraintes de la recherche scientifique, on ajoute aux contraintes de la recherche scientifique des contraintes civiques. Mais tant mieux, quoi. Voilà, tant mieux. C'est tout. Merci beaucoup, merci. Alors, nous avons encore 2 personnes qui souhaiteraient poser des questions. Martial, Merci, Hichem. Merci pour tous les efforts que ouais, tu fais pour nous permettre d'être chaque fois chaud, en phase. Merci à avec Jean-Pierre plaisir. pour tous ces enseignements qu'il avait également. Oh, je ne poserai plus de questions parce que dans les explications, ma préoccupation était abordée par Jean-Pierre. Parce qu'une préoccupation que j'avais, c'est surtout la question des groupes stratégiques. Mais là, le développement qui a été fait m'a permis donc de créer la zone d'ombre. Et la question également de la saturation, parce que c'est un des problèmes qu'on a quelquefois. On ne sait pas si, parce qu'on sature quelquefois par thématique, on sature quelquefois sur des questions, on sature quelquefois sur le nombre de personnes. Et finalement, pour déterminer la taille de l'échantillon à la fin, puisque c'est un échantillon induit, ça pose quelques soucis. Donc, c'était un peu à ce niveau-là. Mais je pense qu'avec les explications de Jean-Pierre, quand même, j'ai une idée. Merci. Merci beaucoup, merci Martial.
Non, ce n'était pas une question du coup, parce que vous aviez répondu à, à différents points qu'il souhaitait aborder, donc c'est très bien. C'est Ouais, ça. si je peux pas taper. Ouais. Céline? Donc, merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question en relation avec la formulation, la question de recherche. On sait en fait, quand on observe un phénomène, on ne va pas aborder la question de recherche de la même manière quand on va se pencher de manière anthropologique, sociologique, psychologique, etc., etc. Et là, en fait, dans une étude transdisciplinaire ou même dans une étude mixte, je voulais savoir si on arrive vraiment à formuler une problématique commune. Et si c'est le cas, comment? Justement en utilisant la bonne terminologie pour que justement on se penche sur cette question de manière très spécifique et selon notre domaine. Voilà, merci. Bon, c'est une redoutable question, hein. Il n'y a pas une réponse simple à une question complexe, donc c'est évidemment pas si facile. Disons que normalement, les questions de recherche sont au confluent de deux prudes. Disons, des cultures scientifiques qui effectivement peuvent être différentes. Et un problème objectif, un problème social, disons un problème de réel, qui lui se fout complètement des disciplines et des appartenances. Et donc, on va se retrouver avec des gens qui ont chacun une culture scientifique différente, ils ont des lectures différentes. Les anthropologues, ils sont censés avoir lu Lévi-Strauss, les sociologues d'avoir lu Crozier et les psychologues d'avoir lu Piaget, bon, on va dire pour caricaturer. Donc, chacun avec son machin, et donc ils sont censés avoir une façon différente. Et en même temps, le problème qu'ils posent, les problèmes, eux, tels qu'ils se posent, ne sont pas labellisés psychologiques, anthropologiques, sociologiques et tout. Donc, il faut arriver à dépasser les cultures, disons, les cultures de chacun. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et donc, je pense, de ce point de vue-là, c'est justement d'aller le plus possible du côté de du côté du réel de référence, du côté du terrain, qu'on y arrivera à le faire. Le plus on se dégage des barrières disciplinaires, des a priori disciplinaires, et le plus on essaye de se poser un problème concret, le plus ça devient intéressant. Si je me dis que, par exemple, mon problème concret, c'est que disons, on va reprendre encore le fonds Gavi et les JNV. Le problème concret, c'est que les JNV, ça fout un bordel absolu dans les services de santé, que ça a donc des effets pervers multiples, que les trucs à la prime des JNV, ça fait que les gens, ils essayent, ils trichent sur les missions, etc. Bon, on voit tout ce qui ne va pas dans les JNV, et on essaye de voir ça ensemble. C'est à ce moment-là, c'est à partir de là qu'on va dire dans cette histoire, le plus on mettra en avant à partir du problème lui-même, le plus on arrivera à dépasser ces choses. Mais je dis ça, c'est tellement. J'ai en même temps l'impression d'avoir rien dit quand je dis ça parce que tout le boulot reste à faire là-dessus. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça que dès le début, dans les méthodes mixtes, il faut que dès le début, les deux équipes ou toutes les équipes participent à l'élaboration de la problématique. S'il y en a qui sont des pièces rapportées après, ça n'a plus d'intérêt, ça ne marche pas. Parce que au fond, après, le problème, ça va être dans les questions de recherche, c'est au fond se dire tous ensemble, voici le type de questions qu'on se pose, ou on peut le dire autrement, voici aussi quel type de piste on va suivre. Moi, dans les séminaires, dans les séminaires qu'on fait parfois de doctoraux, quand les étudiants exposent leur projet de thèse, souvent, ils ne vont pas très loin dans leurs questions de recherche. Moi, je leur dis, mais quelle histoire vous voulez raconter? Quels sont les héros de votre... Comme si c'était un film. Quelle histoire vous allez raconter? Qui sont les héros de votre histoire? Quelle est l'intrigue? J'exagère un petit peu, je ne veux pas être dans le narratif à tout prix, mais pour dire, voilà, allez là-dedans. Donc, au fond, c'est ça qu'il faut faire à plusieurs. Quanti, quali, discipline, pas discipline, quelle histoire ensemble nous avons envie de raconter ensemble, etc. Alors là, on a les idées des questions que nous posons. Après, il faudra les transférer, c'est la méthodologie, en questions qu'on pose aux gens. Et c'est plus la même chose du tout. Les questions que nous posons ne sont pas les mêmes que celles qu'on va poser, bien évidemment, que ce soit dans un questionnaire, dans des entretiens, dans des observations, etc. Voilà. Bon, mais désolé, voilà. Après, c'est chaque fois au cas par cas. Voilà. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de livre de recettes pour ça.
Merci. Carla, tu souhaites ajouter quelque chose? Non, Bien sûr. juste raconter que en fait, nous, ce qu'on fait dans ces moments-là aussi pour s'assurer qu'il y ait bien à la fois une perspective quali et quanti qui soit représentée dans les questions, c'est peut-être au niveau des objectifs secondaires. C'est-à-dire qu'on a une première grande question qui est générale pour tous, et puis les objectifs secondaires, on reconnaît qu'en fait, un objectif est entièrement dédié à un volet quali, un objectif à un volet quanti, avec toutes les questions qui se posent sur quel sera le vrai dialogue entre les deux. Et c'est souvent ça le problème de l'interdisciplinarité, quoi. Et puis, je vais juste ajouter une chose, c'est aussi en cours de recherche. La recherche qu'on avait fait donc, sur la gratuité des soins avec une équipe Quanti, c'est qu'à des moments, il y avait des choses que nous, on avait trouvées et on s'est dit, mais merde, ce serait bien que eux, ils vérifient de façon quantitative pour donner plus d'arguments, parce que nous, on dit ça, mais d'arriver avec en plus des chiffres, pour ça, c'est bien. Donc, on leur disait que vous pouvez étudier ça. Et vice-versa, ils avaient des résultats statistiques qui leur posaient des problèmes. Ils nous disent, mais pourquoi on a ça? Donc, le dialogue, il n'est pas que dans les questions de recherche, mais il est aussi d'être capable de mener ce dialogue dans tout le processus de recherche, et comme le dit Karela, sur des points précis. C'est jamais, c'est pas la question de recherche, c'est toujours des sous-questions de recherche. D'ailleurs, je voulais dire la même chose sur les sites. Quand on dit un site par chercheur, un site est toujours un ensemble de sous-sites aussi, etc., à l'infini, si on veut. Donc, il ne faut pas s'obséder sur les frontières d'un site. Quand on a un hôpital, un hôpital, c'est un ensemble de services, et chaque service est un site. Et un service, c'est un ensemble d'unités, et chaque unité devient un site aussi. Enfin, voilà. Bon, il ne faut pas aller jusqu'au bout, on va se perdre, mais voilà. Il ne faut pas trop se bloquer sur les frontières, quoi. Aucune frontière. Bien. Eh bien, merci infiniment aux deux intervenants, donc Jean-Pierre-Olivier de Sardan et Chiara Lamaterne. Merci aux organisateurs. Voilà. Merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt.